Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter cette émission spéciale réalisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la Coupe du monde de rugby. Sollicité par l'Envol des pionniers pour animer et faire vivre une reconstitution d'un match de rugby des années 1920, toute l'équipe de « Et si on parlait de sport » s'est mobilisée pour parler de sport d'antan. Ce fut un plaisir des yeux, d'ambiance et de bon esprit que nous vous proposons. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette piste d'envol des pionniers de l'aérospatiale de l'ancien aéroport Toulouse-Montaudran. Tout au long de cet après-midi, dans cette émission spéciale l'envol des pionniers, nous allons nous replonger dans les années 1920 avec nos intervenants et chroniqueurs. Christophe Chavarton, Fabrice Cruz et Margot Béros, les principaux instigateurs de cette organisation et animateurs, nous feront revivre l'espace de quelques instants la mythique aventure de l'aéropostale. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci Christophe, merci à tous les trois, dont nos différents invités aussi qui seront présents tout au long de cette émission. Robert Bilotte, Antoine Combe, Céline Laurin, Olivier Chabot, Michel Bratlins, Nicolas Fabas, Éloi Rouillet, qui nous apporteront leur regard sur l'époque et son évolution, un peu d'histoire, d'anecdotes et d'initiatives aussi dans le rugby. Bonjour à tous. Cette émission sera aussi la vôtre et vous pourrez la réécouter sur les ondes et en podcast. Nous aurons le plaisir de la réaliser avec votre complicité et nos commentaires de Pauline Gaston-Candut et Bernard Pujol. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À la technique, nous aurons Marin Depentis et Nicolas. Merci aussi à tous les deux. Et puis à la coordination générale, c'est Laurent Garnier. Merci Christophe. Mais tout de suite, c'est l'avant-match. Et voilà, donc, avant ce match, il y a plein de choses à raconter. Et Christophe, tout d'abord, ça serait intéressant que tu nous expliques un peu ce qu'est le programme de cette journée. Depuis samedi, c'est les journées européennes du patrimoine ici à l'Envol des pionniers. Comme chaque année, 2 jours où on propose de découvrir ce lieu un peu différemment, un accès libre et gratuit et avec une programmation tout à fait particulière. Alors, c'est quoi ? C'est découvrir des expositions permanentes de l'Envol des pionniers où on raconte cette épopée de l'aéropostale. Vous savez, c'est ici, sur ce lieu là où nous sommes aujourd'hui, qu'est née l'aéronautique toulousaine avec l'épopée de ces pionniers aéropostales. Vous connaissez les Saint-Exupéry, les Guillaumet, les Mermoz qui décollaient exactement de la piste sur laquelle on est là, ce qu'on appelle le champ d'aviation. Et donc exposition temporaire, exposition permanente, animation particulière. Vous pouvez par exemple, si vous venez aujourd'hui à l'Envol des pionniers, être recruté comme à l'époque, comme on était recruté ici à l'aéropostale pour devenir pilote ou mécano, vous allez pouvoir voir si vous auriez été capable d'être recruté. Il y a plein de choses à faire. Et puis aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est aussi la Coupe du monde de rugby, ça vous le savez. On a organisé un match comme à l'époque de l'aéropostale dans les années 20 et on a imaginé ce match d'une équipe Latécoère contre une équipe Breguet. On va en parler tout au long de l'après-midi et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, vraie question, pourquoi avoir organisé un tel événement avec un match de rugby d'époque ? J'ai un peu la réponse, mais quand même, j'aimerais l'entendre. L'idée, c'était de se dire, on va vraiment imaginer ici, là, ce lieu de Montaudran comme dans les années 20. Donc, alors, il y a des gens qui travaillaient ici, des gens qui assemblaient déjà des avions, des gens qui étaient des pilotes, qui donc préparaient leur mission, leur vol vers l'Espagne, vers le Maroc, le Sénégal, et puis un peu plus tard, dans les années 30, vers l'Amérique latine. Tous ces gens travaillaient, donc ils étaient très sérieux, et puis aussi, après le travail, ils se retrouvaient le dimanche. Alors ils se retrouvaient pour aller boire un coup, ils se retrouvaient aussi sûrement pour jouer au rugby, parce qu'à l'époque, on en reparlera tout à l'heure, il y a énormément de clubs à Toulouse. Le rugby, c'est pas comme aujourd'hui, n'importe quelle usine ou entreprise avait son propre club. Et le dimanche, on venait un peu se frotter aux collègues et c'est ce qui va se passer et ce sera reconstitué aujourd'hui. Alors, un petit flashback quand même sur l'occasion de ce match de rugby qui est en fait la fin d'un grand week-end que vous avez voulu décider ici à l'Envol des pionniers dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023. Est-ce qu'on peut en dire 2-3 petits mots quand même sur ce qui s'est passé, ce que vous avez proposé ? Alors voilà, donc du coup oui, comme je disais, on a vraiment une programmation riche pour permettre vraiment à tous de découvrir l'Envol des pionniers, on va dire un peu différemment de ce que l'on propose à l'heure actuelle. Il y a certains lieux notamment qui sont ouverts aujourd'hui. Alors, vous savez, on disait, vous pouvez être recruté comme à l'époque. Alors en fait, pour être recruté, il y a une personne qui s'appelait le chef d'exploitation, une personne qui est restée dans les mémoires toulousaines, il s'appelait Didier Dora, ce monsieur. C'était le responsable d'exploitation de l'usine et de ce lieu ici à Montaudran, du site.
Et c'est lui qui recrutait notamment ces fameux pilotes. C'est pas quelqu'un de tendre. Et il officiait, si j'ose dire, dans un bureau qui est juste en face de nous, là, de l'autre côté de ce terrain qu'on vient d'aménager en terrain de rugby, dans un bureau qui est resté en fait d'époque. On a complètement reconstitué le bureau de Didier Dora, ce bureau où est passé Antoine de Saint-Exupéry quand il est arrivé en 1926 pour être recruté. Il a fait son entretien avec monsieur Didier Dora dans ce bureau. On l'a entièrement reconstitué d'époque et aujourd'hui, justement, pour la deuxième journée de ces journées du patrimoine, vous pouvez visiter, découvrir, commenter ce bureau Didier Dora qui n'a pas bougé sur le perron, juste à côté de ce champ d'aviation. Voilà, ce sont des genres de choses qu'on ne fait pas d'habitude et qui permettent de mieux découvrir l'histoire de l'aéropostale. Alors, il y a aussi des expositions que l'on a proposées et qu'on propose tout au long de la journée. Une fresque de Laurent Chaise qui raconte un petit peu l'aéropostale et puis des portraits des pionniers qui ont été réalisés par une peintre, Aline Gonzalez, avec une technique tout à fait particulière. Des portraits très réussis à l'aide de tampons. Alors, vous savez, on est toujours pas très loin de la poste, des cartes, des lettres. Alors là, c'est avec ces tampons que sont réalisés ces portraits des grands personnages de l'aéropostale. Je vous invite à découvrir ça. Voilà, ça fait partie donc de ce programme un peu différent de ce qui est proposé d'habitude et qui permet à tous de comprendre que c'est quand même ici, je répète, c'est ici sur ces lieux, dans ces bâtiments, sur ce champ d'aviation sur lequel nous sommes là cet après-midi, qu'est née l'histoire aéronautique toulousaine grâce à un monsieur qui s'appelait Pierre-Georges Latécoère et qui, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, a acheté en fait tous ces terrains. Ça, on va en parler tout à l'heure avec Fabrice qui va nous raconter, qui est à côté de toi, nous raconter tout ça. Petite question quand même, c'est exceptionnel aujourd'hui, c'est ouvert, mais c'est bien évidemment tout au long de l'année. Comment ça se passe, l'accès ici? Quelles sont les différentes propositions que vous faites à l'envol des pionniers? Bien sûr, oui. L'envol des pionniers est ouvert toute l'année. On a la possibilité d'accueillir les visiteurs sur une exposition permanente, donc il y a plus de 600 mètres carrés d'exposition qui raconte cette histoire de l'aéropostale. Une exposition temporaire, donc l'exposition temporaire actuelle, elle est justement dédiée à ce fameux Pierre-Georges Latécoère. L'exposition s'appelle Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes, et on découvre en fait ce personnage, ce qu'il a fait, et en quoi finalement son esprit visionnaire à l'époque, parce qu'il fallait vraiment être visionnaire pour imaginer qu'on pouvait utiliser des avions pour transporter du courrier. Ça, dans les années 20, c'est quelque chose, c'était pas du tout évident, et lui, il a imaginé ça, et il a créé cette ligne aérienne. Et alors c'est intéressant parce qu'il nous montre aussi que finalement cet esprit visionnaire, il peut aussi être partagé aujourd'hui avec tous les défis de l'aéronautique, et ils sont nombreux, une aéronautique peut-être un peu plus durable, et c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition temporaire. Et puis après, il y a des rencontres, vous savez, Fabrice Cruz, qui est chef d'exploitation d'Envol des Pionniers, il connaît bien tout ça. Quand vous venez à l'Envol des Pionniers, c'est là que travaillent les pilotes, c'est là que travaillent les mécanos, c'est là que travaillent les contremaîtres. En fait, ils sont toujours un peu là. Ils n'ont pas quitté les lieux. Et vous allez pouvoir les rencontrer, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez les rencontrer tous les jours que vous venez à l'Envol des Pionniers, ils vous raconteront ce qu'ils faisaient. Et en attendant, donc, le message, c'est venez. On vous attend sur cette plaine, puisque le match va démarrer vers 15h, 15h30. Oui. Christophe, un petit accueil pour le public? Oui, bien sûr, on est tout à fait impatients. On prépare, on s'échauffe là, nous aussi, mais c'est tout à l'heure les joueurs qui vont s'échauffer. Donc oui, le programme, à partir de 14h45 à peu près, on va avoir ces deux équipes qui vont arriver sur le champ d'aviation, sur ce terrain que nous avons donc aménagé pour ce match tout à fait exceptionnel. Donc vers 14h45, l'équipe Latécoère, l'équipe Breguet va arriver, je dirais, en fanfare, accompagnée d'une bandasse, accompagnée aussi d'une voiture ancienne là qui va arriver. Ça va pas être très discret, on va pas les rater, mais c'est à partir de 14h45 qu'ils seront là. Ils vont s'échauffer un petit peu, vont un petit peu s'habituer au lieu, et puis vers 15h30, ce sera le coup d'envoi de ce match des années 20, reconstitué avec les règles de l'époque, mais ça on va en reparler. Et d'ailleurs, un petit mot sur le terrain qu'on a tracé juste derrière toi, Christophe, parce qu'il faut le dire, ça s'est fait à la force du poignet, avec des poteaux qui ont été construit spécialement avec la patte folle de notre Robert Bilotte qui viendra parler tout à l'heure au micro. En tout cas, voilà, c'est superbe ce que vous nous avez préparé, et on va avoir du plaisir tout à l'heure sur ce match. Merci Christophe pour cette belle initiative d'ouvrir les portes de l'Envol des Pionniers au public. Nous retrouvons maintenant notre pionnier des temps modernes, Fabrice, qui, à la suite d'Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz ou encore Henri Guillaumet, ont pris leur envol sur cette piste mythique de 1,8 km qui va nous conter cette belle aventure de l'aéropostale. Et voilà, donc on va se remettre dans l'ambiance 1920. Fabrice, si je te dis, j'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable,
il nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. À quoi penses-tu ? Eh bien ça, c'est la phrase qui a lancé le projet de Pierre-Georges Latécoère. Alors Pierre-Georges Latécoère, pour revenir un petit peu, quand il arrive à Toulouse au départ, c'est pas pour y faire des avions. Il y vient pour construire des wagons. Il a une usine au Pont des Demoiselles en 1912, mais la guerre va changer ses plans. Il est obligé de s'adapter à l'effort de guerre et produire ce que la guerre nécessite. Et là, il tombe sur une commande d'avion. Alors, bien sûr, ça l'intéresse, c'est assez ambitieux. Il construit une usine neuve ici à Montaudran pour répondre à cette demande. Et c'est la singularité de Latécoère par sa génération, il va rester dans ce métier. Il va se dire, moi ça m'intéresse, j'y reste. Alors comme constructeur d'avions, il a du retard, c'est vrai. D'autres s'y sont mis avant. Lui, il n'a pour l'instant fait que construire des avions que d'autres avaient imaginés. Mais il se dit quand même, gardons un bureau d'études, il faut qu'on continue. Mais surtout, il va décider de réutiliser les avions qu'ils avaient produits pendant la guerre, qu'ils restent en France, les pilotes qui restent aussi désœuvrés, pour construire un projet d'aviation civile, utiliser ces avions pour livrer du courrier. Alors, quand a véritablement démarré cette aventure ? Eh bien, c'est là. En 1918, dès le début, où les esprits commencent à se libérer de la guerre, que Pierre-Georges Latécoère commence à lancer son projet. D'abord, il va présenter la capacité à le faire en allant jusqu'à Barcelone, le 25 décembre 1918, avec un avion de surplus qui lui restait, un Salmson 2A2. Le pilote réceptionnaire qui était débauché pour l'occasion, René Cornemont, les voilà qui embarquent pour Barcelone, pour montrer la faisabilité du projet. Parce que le projet de Latécoère, là où il est singulier, c'est qu'il décide de faire ce que d'autres ont essayé de faire, transporter les choses en avion, mais lui, il est malin. Il ne se met pas en concurrence avec celui qui est fiable à l'époque, le train. Il décide d'aller plus loin, un projet irréalisable, l'Amérique du Sud. Mais comme il est malin, il veut faire des rêves réalistes, il va le construire par étapes. Et sa première étape indispensable, c'est le Maroc. Donc, Barcelone, c'est le premier jalon. Il montre à l'État français qu'il est capable. Mais bon, si la performance est amusante, elle n'est pas suffisante. Il va falloir mettre la seconde. Et pourquoi se lancer dans un tel projet ? Disons que l'Amérique du Sud, c'est l'Eldorado en 1918-19. C'est plus de 2000 tonnes de courrier qui transitent entre la France et l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Pour communiquer avec les entreprises françaises qui sont à l'œuvre pour fabriquer les infrastructures. En fait, les Sud-Américains sont très vaillants, c'est pas la question, mais au bout d'un moment, quand tout le monde construit en même temps, il y a un gros marché, si je puis m'exprimer ainsi, qui se développe. Et les grands pays du moment, la France, les États-Unis, les Allemands et d'autres, sont en concurrence. Eh bien, l'idée de Latécoère, c'est d'utiliser ce à quoi on est bon. On l'oublie, mais la France et l'aviation, c'est une vraie histoire d'amour. Les premiers brevets officiels de pilotes, c'est la France qui les délivre à l'Aéroclub de France. Quand Alberto Santos Dumont, un Brésilien, veut montrer son premier avion qui va décoller de lui-même, il vient le faire à Paris. Donc la France et l'aviation, c'est une vraie histoire d'amour. Et Latécoère sait que, au sorti de la guerre, on n'est pas les seuls, mais on est quand même très bons. Et c'est justement pour faire usage de ça à quoi on est bon qu'il veut mettre l'aviation au profit des entreprises françaises installées à l'étranger. Alors comme vous l'entendez, on est sur la piste d'envol, on est vraiment au bord de la piste, ça souffle, le vent est là, et ce vent, je pense qu'à l'époque, c'était intéressant pour que les avions puissent décoller, il fallait le vent contraire pour bien s'envoler sur cette piste, donc ça explique un peu, c'est pas du tout Fabrice qui souffle dans le micro, c'est vraiment le vent naturel au bord de cette piste. Un vent indispensable. Alors d'ailleurs, si vous me permettez une petite digression, ça a causé quelques atterrissages compliqués, puisque les avions pouvaient décoller et atterrir avec peu de vent, mais quand le vent était supérieur, les mécanos devaient les accrocher, on appelait ça l'atterrissage à la perche, pour récupérer les avions alors que moteur éteint, ils continuent à voler. Ça c'est une particularité de cette génération. C'est important de se dire qu'on est ici sur une piste historique. Je pense qu'il faut réagir à ça. C'est savoir que Saint-Exupéry, que Guillaumet étaient des gens ici qui a bercé énormément de littérature, fait rêver des millions de gens. Et on est là, sur cette piste, tout à côté, en train de faire une émission de radio. C'est exceptionnel. Oui, alors je pourrais faire le blasé et dire qu'on s'y habitue, mais c'est pas vrai. L'esprit de ces pionniers inspire toujours les gens qui viennent travailler ici. Pourquoi ? Parce que on n'imagine pas, aujourd'hui c'est devenu évident l'aviation, mais qu'est-ce que c'était pour eux à l'époque d'embarquer sur 3 continents dans un avion fait de tissu et de bois dont la fiabilité dépendait de la, certes, grande compétence des mécaniciens. Et donc c'était une vraie aventure. Et c'est vraiment ici même que tout s'est joué. Alors le terrain a évolué, la vie a repris son cours, mais les traces sont là. Le champ d'aviation est là. La piste en bitume construite par Air France dans les années 60 est là aussi. Les bâtiments historiques sont là. Bref, ils sont encore là avec nous aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a envie de raconter leur vie, parce qu'ils n'ont jamais vraiment quitté les lieux. Alors racontons plus loin, parce que comment ils ont pu mettre en place une telle organisation quand on voit aujourd'hui ce que ça a donné. On est parti de ce premier voyage et puis derrière il y en a eu d'autres et c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors c'est un vrai cumul d'envie d'oser, d'audace et de sérieux. Et c'est ce savant mélange entre l'audace et le sérieux qui va faire fonctionner ce lieu. En effet, Didier Dora recrute des pilotes
et des mécaniciens qui ont ce trait de caractère commun d'être courageux mais pas téméraire, d'être ambitieux mais collectivement. L'envie de réussite collective est la seule qui prime ici, mais aussi ce besoin de dépassement, cette quête d'aventure, elle est forcément présente dans tous les gens qui travaillent ici. Et quel est le lien entre Breguet et l'ATCOR ? Alors là, on va avancer un petit peu dans le temps. Voyez-vous, Breguet et l'ATCOR sont des entrepreneurs qui sont dans l'aviation. Louis Breguet, bien avant d'ailleurs l'ATCOR, mais ces deux-là, ils cultivent leur esprit d'indépendance. Et il s'avère que le Front populaire, je ne vais pas refaire des cours d'histoire, mais en 1936, décide que les forces ouvrières de la France se doivent être collectives et donc commencent à nationaliser les entreprises de fabrication d'aviation. Mais Breguet et l'ATCOR sont pas vraiment de cette humeur-là. Si Breguet conserve Villacoublay, son bureau d'études, il commence à perdre des usines. Et il se met d'accord avec l'ATCOR pour, ensemble, résister un peu. Et donc l'ATCOR va vendre une partie de ses usines, puisque Breguet en a perdu, pour continuer à travailler. Et c'est comme ça que Breguet va venir dans les usines de Montaudran. En 1939, il achète définitivement l'usine qui est à côté de nous et s'installe à Toulouse. C'est comme ça que Breguet s'installe à Toulouse. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'Herbusiens dans la ville qui connaissent l'usine de Colomiers de Breguet qui a été absorbée par Airbus bien des années plus tard. Mais la première graine, c'est l'entente entre l'ATCOR et Breguet qui fait venir Breguet à Toulouse. Et d'ailleurs, si on remonte, l'ATCOR avait fabriqué du Breguet. Oui, il a commencé cette ligne avec non seulement des Samson, mais des Breguet 14. Quand on en casse, il faut les remplacer. Au bout d'un moment, les surplus militaires, il n'y en a plus. Et donc Breguet a vendu le droit de fabriquer des avions Breguet à monsieur l'ATCOR. Vous voyez, la boucle est bouclée. L'ATCOR et Breguet avaient tout pour s'entendre. Donc il ne restait plus qu'à mettre un match de rugby entre les deux pour signifier un bel accord. Un bel accord et gommer, on va dire aussi, les désaccords. Il était difficile de savoir quel était le meilleur mécanicien tant les deux entreprises aimaient avoir des avions de qualité. Alors on se dit que peut-être un match de rugby réglerait le sujet une fois pour toutes. Alors j'ai lu, je reprends les textes, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un site qui est encore imprégné de l'âme de ses pionniers, jusqu'à 80 pilotes, 250 mécaniciens, 53 radios, 250 marins et près de 900 employés administratifs se sont fédérés autour du projet insensé de l'aéropostale. Alors oui, ce qui est amusant, c'est de voir que on pense de suite aux pilotes et aux mécaniciens. Mais il y a tous les métiers. La logistique ici, c'est quelque chose d'effroyablement efficace. Pour assurer une livraison de courrier intercontinental avec des avions au départ qui volent 2 heures, c'est un vrai casse-tête. Et il y a toute une équipe autour de ces pilotes et mécaniciens qui sont à pied d'œuvre. Les radios qui, effectivement, au départ, sont juste là pour relayer les nouvelles qu'on attend quand les avions sont en l'air. Et puis, petit à petit, qu'on va arriver à installer dans les avions. Ils vont servir aussi d'outils. Les radios, on va convertir des techniques de la marine pour devenir des navigateurs, des radionavigateurs. On va aussi utiliser les bateaux parce que, au départ, on n'a pas les avions pour faire la jonction. Le Natal Saint-Louis, au départ, on le fait en bateau. C'est assez amusant. Moi, j'ai un humour mauvais, mais de voir des bateaux avec marqué dessus courrier aérien. Voilà, ça m'amuse. Mais c'est un vrai défi au départ. Et d'autant plus que les marins naviguent dans une zone horrible, le poteau noir. Ceci dit, les pilotes l'aiment pas pour autant, c'est quand même assez compliqué comme zone, mais elle est au milieu du trajet, donc il n'y a pas le choix. On oubliera tous les métiers annexes, mais les entoileuses, qui sont pas annexes, qui cousent main les avions ici, on fait partie de la richesse de la ville. On a récupéré des ouvrières modistes qui travaillaient dans les usines à Toulouse pour en faire des entoileuses au pied levé pendant la guerre, et ça a donné aussi à la TCOR un coup de plus, c'est-à-dire une accélération dans l'industrialisation de ces usines dans un métier qui n'existait pas. Et donc c'est vrai que toutes ces petites mains, ces pilotes, ces mécanos, ces spécialistes techniques sont tous à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, Didier Dora dira ici une petite phrase qu'on aime beaucoup répéter. On est tous ouvriers ici au service du courrier et tous les ouvriers se valent. Bravo, merci en tout cas Fabrice pour cet envol à travers le temps. J'en profite pour prendre la balle au bon et l'envoyer à mes comparses qui vont nous affranchir des règles du rugby dans les années 20. Nous allons assister donc à un match de rugby dans quelques instants, un petit bout de musique et puis on reprend la main avec Christophe et Bernard qui vont nous parler de rugby. Voilà, on est en direct dans les mêmes conditions avec du vent et on a notre bandas qui vient d'arriver, donc on va leur permettre de nous faire un petit intro musical avant les règles que Bernard Pujol et Christophe Chaffardon vont nous expliquer, des règles assez ordinaires, mais il y a quand même des choses à savoir. Donc notre équipe bandas se met en place et dans quelques instants on va les entendre. Le bandas qui s'appelle les fonds du son et on les entend immédiatement. C'est parti messieurs dames, quand vous voulez.
Et voilà donc reprise de cette intervention sur notre studio à l'envol des pionniers avec à mes côtés Christophe Chaffardon et Bernard Pujol qui vont nous parler des règles de ce jeu qui va se dérouler tout à l'heure ici sur le terrain, ce match de rugby des années 1920. Christophe, Bernard, à vous de jouer. Bah oui, alors c'est vrai c'est ce qu'on disait aujourd'hui, donc pour ces journées européennes du patrimoine. Alors il y a une thématique annuelle d'ailleurs, et la thématique des journées du patrimoine cette année, c'est patrimoine et sport. Donc déjà c'était pas mal. Et puis vous n'êtes pas sans ignorer que la Coupe du Monde de rugby a commencé en France et notamment à Toulouse. Encore vendredi soir, il y avait la Nouvelle-Zélande qui a joué. Et donc on s'est dit on va reconstituer un match qui aurait très très bien pu exister ici sur ce champ d'aviation. Non pas donc champ d'aviation pour faire décoller les avions cette fois, mais pour jouer au rugby entre une équipe, celle de Pierre-Georges Latécoère, l'équipe les lignes aériennes Latécoère, et puis Breguet, qui était aussi un constructeur d'avions à l'époque. On imagine aujourd'hui ces deux équipes qui vont s'affronter. Alors ça existait vraiment, mais c'est vrai que on jouait pas tout à fait au rugby de la même manière. Alors on a beaucoup de chance parce que Bernard nous a étudier ça au cordeau là pour savoir un peu comment on jouait au rugby dans les années 20, peut-être un peu un rappel de comment le rugby déjà est arrivé. Parce que juste une petite chose, je vais te couper Christophe parce qu'il faut bien dire au public quand même, regardez, écoutez, mais surtout ne retenez rien de ce qu'ils vont vous dire à l'instant. J'ai retenu, moi rugbyman, l'objectif collectif. Voilà, donc maintenant quand on sait ça en rugby, que l'objectif seul, on ne peut rien, et que c'est essentiellement que le rugby a été créé pour effectivement que les gens épousent un objectif collectif, on se rejoint sur ce lieu effectivement entre l'aéropostale et le rugby. Pour parler du rugby, un petit moment sur la genèse. Le rugby c'est quoi ? C'est un sport de combat collectif, c'est unique en termes de collectif. Il faut savoir que l'humanité, depuis toujours, les hommes et les femmes, je parle de l'espèce, a toujours voulu s'affronter. Et dont le rugby, dans notre antiquité, existait déjà. On va faire, pour arriver vite en 1920, au Moyen-Âge, on connaît mieux la Soule, dans nos régions, où effectivement, de vessies de porc, on s'affrontait entre villages. Effectivement, tout ça par de la violence. Donc, pour dérouler encore et arriver à presque ce qui serait des règles en 1920, c'est un grand mot. Avant cela, le rugby s'appelait football. Il nous est arrivé en France par la traversée de la Manche, de nos amis britanniques. Quand on dit amis, nos meilleurs ennemis britanniques en rugby, il faut reconnaître qu'effectivement, ils nous ont amené le rugby. Donc, c'était dans les villes universitaires et également les ports économiques où effectivement ils se sont fixés via les dockers, via l'aristocratie, via les étudiants, ce fameux jeu qu'on appelle le rugby. Donc c'était du football au départ, toujours sans règles. C'était le football rugby, puisque le football tel qu'on le connaît à Ballon Rose s'appelait football association. Et dans le football rugby, toujours par cette envie d'en découdre, tout était bon. Tout était bon. Tout était permis. Alors, quand on a fouillé quand même pour revoir ces fameuses règles des années 20 pour qu'elles soient appliquées, parce que là, tout à l'heure, on va jouer comme dans les années 20. Hein. On va pas jouer comme en 2023 à la Coupe du Monde de rugby. Et alors, des règles, il n'y en avait pas énormément, en fait, si j'ai bien compris. Hein. Alors Christophe, effectivement, bien amené, tu m'as passé un caviar, comme on dit à rugby, une belle passe. 1920, aujourd'hui on est en 1920. Donc pas de règles avant ça. Compte tenu de ce qui se passait, plusieurs règles, de la violence, chaque collège, chaque truc avait sa règle, c'était plus possible. Il fallait codifier. À 1920, sur ce que nous allons vivre cet après-midi, et le match que nous allons poursuivre, et il y avait deux règles simples. C'était le ballon, la passe ne doit se faire que de devant vers l'arrière. Ça, c'est toujours. Et ça, on l'a conservé. Ça. Et c'est une bonne chose. Avancer pour des passes arrière, il faut quand même jouer au rugby. On est les seuls à pouvoir le faire. Et puis, effectivement, la notion de hors-jeu. Donc, quand on a dit ça, on comprend bien, et nous le verrons cet après-midi, parce qu'ils vont fidèlement reproduire une partie, un match de mi-temps de ce type de rugby, où il y avait un désordre total. Parce que la data n'était pas encore là, la stratégie n'était pas encore là. Oui. Nos grands yakas et sorciers, je ne les citerai pas, qui ont fait évoluer, n'étaient pas encore là. C'était un jeu, effectivement, il fallait s'affronter, tout le monde intervenait, tout le monde avait le droit de jouer dans n'importe quelle des situations. On entrait dans un regroupement par devant, par derrière, le truc et tout. On n'avait qu'une seule chose qui... effectivement, on n'avait pas le droit de toucher une personne sans le ballon.
C'est pour faire une petite comparaison avec l'actualité sur les nettoyeurs et Il n'y avait pas trop de déblayage, quoi, hein, à l'époque. Mais alors, et les phases de conquête, là, parce que quand même, la mêlée, ça existait déjà. Cette mêlée, elle était quoi? Rudimentaire? Elle était poussée, j'imagine, particulièrement? Comment ça se passait, les règles de la mêlée? Alors, la mêlée fermée était effectivement rustique et très naturelle. Il n'y avait pas de commandement. Donc, les fameux... ouais. Bon. Et les avants, qui étaient déjà au nombre de 8, on était 15. À ces époques-là, nous étions déjà 15. Donc tout à l'heure, hein, on le répète, vers 15h30, donc on va assister à ce match d'époque des années 20, 15 contre 15, rugby à 15 des années 20. Voilà, les mêlées fermées, pour reprendre ton propos, il n'y avait pas de règles techniques liées à l'ordre ou la sécurité. Donc, les personnes, pour ceux qui ont vu des images, et nos amis du public iront sur Internet voir vos images pour voir un petit peu ce qui se passait, et cet après-midi nous le ferons vivre, ils étaient en face 8 à peu près ordonnés, et ils prenaient de l'élan pour effectivement, ils se liaient et rentraient immédiatement en mêlée. On rentre peut-être même avant l'introduction, c'était un peu toléré, quoi. Alors, on ne dira pas tout, mais c'est vrai. Mais on va voir tout tout à l'heure, hein, parce que ça va être fidèlement reconstitué. Alors la touche, ça donne quoi la touche? On est bien aligné, on fait un peu l'ascenseur, on fait pas l'ascenseur, on se prend pas, comment? La touche, effectivement, qui à notre époque paraît un petit peu ordonnée et propre, avec les lifters et tout, mais restons sur 1920. L'alignement, d'abord il n'y avait pas de ligne, donc par rapport à la ligne de touche, il n'y avait pas de repère. Les trois quarts n'avaient pas de ligne de hors-jeu. Donc il y avait un regroupement sur la touche. Les lancers qui se faisaient principalement par le 9, c'est-à-dire le demi, voire un ailier s'il était un petit peu dégourdi. Les lancers n'étaient pas avec autant de dextérité que maintenant, avec un lancer, pour ceux qui disent qu'ils lancent des pizzas, c'est très très difficile de lancer les ballons comme le font nos talonneurs. Ils lançaient soit en opposition par une bascule, que mon grand âge me permet d'avoir connu, ou alors entre les jambes depuis les chevilles en montant. Ah oui. Bon, alors, on faisait ce qu'on pouvait. Tout le monde sautait en même temps, le doigt dans l'œil, l'autre attrapait le ballon, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors le ballon, dans ce désordre, était rarement conquis à la main. Parce que, non content de ne pas pouvoir l'attraper, l'autre essayait de t'en empêcher. Alors le ballon tombait, et il y avait encore la notion de l'ADN du jeu au pied, parce que le rugby... Alors le dribbling, là, on parlait beaucoup de dribbling à l'époque, c'est ça, hein? C'est quoi ce dribbling, là? On ne voit plus trop de ça. Le dribbling est ton anglais parfait, Christophe, je dois le souligner, tout le monde le savait déjà. Le dribbling, c'était quoi? De ces actions où le ballon tombait. Alors il faut savoir que les ballons, c'était 5 kilos. Alors, c'était lourd. Tu parles des ballons, là, tout à l'heure, parce que non seulement on reconstitue un match d'époque, on va en parler plus, mais on aura des ballons d'époque. Hein. Des ballons en cuir, des beaux ballons en cuir, là, qui vont être proposés aux joueurs. Donc, ces fameux ballons, vas-y, je t'ai coupé, Bernard. Non, mais tu m'as pas coupé parce que je les ai vus. C'est l'enthousiasme. Je les ai vus et tout est réussi aujourd'hui. Et Laurent nous permettra de le dire. Tout va bien, tout est bien réussi. Ces ballons sont merveilleux. Ils sont la réplique parfaite de ces beaux ballons en cuir. On n'est pas des nostalgiques, mais il y avait du vintage, quoi. Je veux dire, c'était du cousu main. Et puis, ils en étaient jaloux. Il y avait un ballon par club. Et puis, le gardien du ballon, c'était pas n'importe qui. Alors, ce ballon était lourd. Alors, quand il pleuvait, qu'il y avait de la boue, alors n'en parlons pas. Donc, il tombait. Le rugby utilisait beaucoup le jeu au pied. Le jeu au pied en dehors de la tête. On va y venir, en dehors de la tête et du corps. Ils utilisaient le jeu au pied parce que, on rappellera qu'on vient du football. Et oui, il y a encore cette pratique, cette culture, en fait. Hein. Et l'avancée, parce que c'est un point technique fondamental au rugby, on doit avancer au rugby et marquer. Voilà, c'est pas compliqué le rugby. Et quand vous apprenez des jeunes à jouer au rugby, tu dis, tu t'inquiètes pas, passe en arrière, t'avances et tu marques. C'est tout, il faut plus compliquer la chose, le jeu le compliquera tout seul. Donc, on est là, le ballon est en bas. Et tu as parlé de dribbling. Alors, les gens amenaient, s'entraîner, les pieds en canard, à amener ce ballon au sol, avancer, gagner du terrain, avec les collègues qui attrapaient le maillot, l'oreille, le truc, dans un désordre, il fallait avancer. Alors, on a entendu un petit bruit, on salue quand même nos amis de la machine, et le Minotaur qui est en train de passer juste à côté de ce terrain de rugby qui va voir donc tout à l'heure, à partir de 15h30, de véritables joueurs
de véritables joueurs d'époque. Alors, j'exagère un peu, mais en tout cas, de véritables joueurs qui vont jouer comme à l'époque. Ça, c'est bien. Alors, on était en train avec Bernard de revoir un peu les règles. Alors, les passes, parce que les jolies passes vrillées qu'on connaît, vissées, qui permettent de faire presque la moitié de l'arrière du terrain des fois, ça n'existait pas trop en fait. Là, c'était pas les grands techniciens de la passe. Non. Le jeu n'était pas sophistiqué et la stratégie n'était pas aussi développée que maintenant, et ni les moyens. On parlait des ballons. Les ballons, et tu nous en as parlé, on a vu un exemplaire, déjà l'outil était bien différent. Il était lourd, il faisait souvent mauvais, les terrains n'étaient pas praticables et c'était compliqué de pouvoir l'utiliser avec autant de dextérité que maintenant. Les nouveaux ballons le permettent, donc on va pas s'appesantir sur le rugby actuel. Les passes vissées sont venues effectivement par l'amélioration des matériels, notamment le ballon, et puis effectivement l'entraînement, le développé de la technique, qui effectivement permet maintenant à un joueur qui a une expertise de haut niveau et raisonnable de faire sans élan autant à gauche qu'à droite une passe de 15 à 20 mètres statique. Je parle d'expertise de haut niveau. Et on parle bien de la place vrillée parce qu'effectivement, on est en aéronautique. Si on vrille dans l'air, c'est beaucoup mieux. Et j'ajouterais que de la passe, le pied, pareil. Le pied, oui, on n'en a pas parlé. Oui. Également, le rapport au ballon, on parlait de la main, mais on voit effectivement, pour ceux qui connaissent et qui ont vu le rugby, qui s'y intéressent, les coups de pied ne sont pas par le joueur qui produit le coup de pied. Le ballon n'est pas tenu de la même façon. Il est pris par son côté pointu, alors que les ballons ventrus d'époque étaient pris plein ventre. Oui, et beaucoup plus. Ils étaient vrillés. C'était magnifique, j'en suis un peu nostalgique. Bon, on va regarder ça. On va en avoir, j'espère, des beaux coups de pied. Alors quand même, les règles, on en a parlé. Il n'y en avait pas beaucoup, ça vous avez compris. Donc on va voir ce que ça donne. Après, les points, les essais, il y en avait. Les essais, c'était pas tout à fait les mêmes comptes en fait qu'aujourd'hui. Les essais à 5 points, la transformation à 2 points. Là, c'est pas tout à fait pareil, Bernard. Donc, à 1920... l'essai était à 3 points. La transformation de ce même essai valait 2 points. Et le but de pénalité, 2 points. Il faut savoir que quand on butait, il n'y avait pas de tee. Soit un compagnon amenait un peu de sable, ou d'un planté de talon, on posait le ballon dans le trou que l'on venait de faire. Les scores étaient souvent étriqués. Le temps de jeu était assez limité de par le désordre, les maladresses, puis la condition physique, et puis il n'y avait pas de calcul. Le temps de jeu était relativement limité, ce qui faisait que ce désordre et ces empoignades limitaient un petit peu les points au score. Alors, donc un temps de jeu limité, mais quand même un point important aussi, qui a quand même des conséquences, peut-être même tout à l'heure lors de ce match, il n'y a pas de remplaçant. Non, et c'est pas si vieux que ça. Au rugby, il n'y avait à cette époque-là pas le nombre de licenciés que nous connaissons. La France, le rugby, c'est un sport qui est pratiqué. Il y a 320 000 licenciés et pratiquement 500-600 000 avec les lycéens qui pratiquent. Le rugby par club, les écoles de rugby n'existaient pas. Ils étaient une trentaine. Donc, de par l'effectif même, 30, une angine, une fatigue, une absence, il fallait jouer à 15. Et il n'y a que sur blessure qu'on était éliminé. Et il n'y avait pas de remplaçant. Alors les blessures, j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même cet après-midi, mais il y a quand même des soigneurs, nous a-t-on dit, des soigneurs et des civières. Donc tout va bien, on a vraiment tout organisé pour le match. Je rappelle, le match, il va commencer vers 15h30. Les joueurs, avec leur magnifique maillot, on va voir, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, vont arriver dans quelques minutes, vont arriver par la piste des géants. Ils sont en train là de commencer à s'activer une fois qu'ils ont mis leur beau maillot pour venir de rejoindre. C'est une parade en fait. Ils vont arriver à pied et ils seront accompagnés de la bandasse. Vous allez voir, ça va être très sympa. Donc on a vu un bon aperçu de ces fameuses règles rugbystiques des années 20, on va bien s'amuser. Ce vent va peut-être nous échauffer un peu les esprits des joueurs, on va voir ce que ça donne sur le terrain. J'espère qu'il n'y aura pas de bagarre, parce que bien sûr ce genre de choses n'existait pas à l'époque, Bernard. Non, bien sûr que non. On parle de métier, on parle d'expertise en aéronautique. En rugby, on est du même tonneau. Bien sûr. Nous sommes des gentlemen et le rugby, effectivement, tout le monde le sait, c'est pratiqué par des gentlemen. Donc, des bagarres... sport de voyous pratiqué par des gentlemen, c'est ça qu'on dit Voilà, c'est ce que l'on dit. Et puis, nous sommes détenteurs, nous les Français, qui avons... On ne l'a pas inventé ce jeu, mais on l'a beaucoup amélioré.
Et tout le monde nous l'accorde. Et on nous reconnaît, et c'est magnifique. Le rugby français, on parle souvent de rugby champagne ou de French flair. Donc, on est à la genèse, Fabrice le disait, des Mermoz, des Saint-Exupéry, des Dora. Nous étions déjà à l'époque des précurseurs. En rugby, pas précurseurs, mais on a tout amélioré, y compris le style, l'esthétique, l'efficacité. Et on a amené cette touche que tout le monde nous reconnaît. Et maintenant, avec tous les moyens et le niveau de la France nous envie, on l'a amélioré, ce jeu. Non, mais tu as raison de ressouligner ce point commun, cette convergence entre l'esprit du rugby, on le connaît bien, ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'abnégation, et les valeurs de l'aéropostale qui sont racontées à l'Envolée Pionnier dans les expositions permanentes, dans les expositions temporaires. Vous pouvez les découvrir tout au long de la journée. Dans le cadre des journées du patrimoine, l'accès est gratuit. L'aéropostale, c'est une épopée qui est émaillée de toutes ces valeurs aussi, ces solidarités, c'est ce lien si fort entre les mécanos et les pilotes quand ils décollaient, ici, là, du champ d'aviation, pour franchir les Pyrénées, partant d'orage. Tout ça pour amener du courrier au Maroc, au Sénégal, et puis après dans les années 30 jusqu'en Amérique du Sud. Donc les valeurs de l'aéropostale, les valeurs du rugby, elles sont liées. C'est pas pour rien que cet après-midi on va les voir en fait converger encore plus avec ce match. Eh bien, merci à tous les deux pour ces explications très techniques. Je pense que nous pourrons suivre maintenant ce match plus facilement. Maintenant, place à la parade des joueurs qui vont arriver dans quelques instants. Merci, j'ai pas tout compris sur les plaquages. Je crois qu'on peut faire des crocs en jambes et tout, c'est ça? Non, juste pour finir cette explication, mon cher Bernard. Effectivement, ta perspicacité est entière, on te la reconnaît, Laurent. En 1920, le rugby est codifié et effectivement, tout ce qui était valable, le tout était bon des années football, association avec le croche-patte et tout. Là, on avait mis un bémol là-dessus. Le croc en jambe, le tacle, il n'y avait pas un règlement de 400 pages, mais il était déjà exclu. Voilà, donc c'est pour bien spécifier, pas de plaquage à l'ancienne. Donc là, oui, Christophe. On vient de m'annoncer. Ah, on est en direct. On vient de m'annoncer que la parade des joueurs est partie. Si je peux me permettre, à décoller de l'Espinay en direction de l'Envolée Pionnier. Donc ils sont en train d'avancer là, en musique. On va bientôt les voir arriver. On est très contents. Ils ont le vent à contre, c'est ça? Les gradins sont déjà bien pleins. Il y a aussi un stand de supporters avec des petits fagnons. Vous voyez le groupe de personnes qui est devant l'Envolée Pionnier. Nous avons réalisé des petits fagnons Breguet, des petits fagnons la TECOR. Comme ça, vous allez choisir l'équipe que vous allez supporter tout à l'heure. C'est là-bas, n'hésitez pas à y aller. Merci Christophe. Eh bien, on va attendre dans quelques instants avec un petit peu de musique.
Voilà, dans quelques instants, la parade qui arrive au fond avec la bandasse qui les accompagne. Vous pouvez vous approcher de la piste en vol, ils y arrivent. Les deux équipes sont présentes avec à la tête une très belle voiture ancienne. Donc approchez-vous, dans quelques instants, ils seront près de nous. Et on va pouvoir vous présenter avec notre ami Robert Bilotte les équipes qui seront en présence donc tout à l'heure avec l'équipe Breguet, Christophe et Robert qui vont nous raconter un peu les personnages, les sportifs qui vont être là dans quelques instants. Alors Robert, ils arrivent avec la bandasse. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux équipes, donc une équipe Breguet avec ses équipements, les couleurs, qu'on puisse les encourager? Oui, bonjour à tous. Comme on vous l'a dit, dans les deux équipes qui vont s'affronter, c'est l'équipe Breguet et l'équipe Latécoère. Alors, l'équipe Latécoère sera en maillot rouge, short vert. Et pour l'équipe Breguet, en maillot blanc et short bordeaux. Voilà. Et pour les joueurs, nous allons les citer. Pour l'équipe Latécoère, le numéro 1 sera Marc Pinard. Numéro 2, Petit Clair. Numéro 3, Combe. Numéro 4, Bartoli. 5, Casal. 6, Lorrain. 7, Petit Didier. 8, Lemonnier. 9, à la mêlée, Libourel. À l'ouverture, Fabas. 12, Salenave. 13, Ulmé. 14, Cabestre. 15, Bacali. Je t'interromps Robert parce que je vois une splendide véhicule d'époque là qui amorce la piste des géants, suivi par, tu parlais des maillots rouges, à TCOR, je crois qu'ils sont en train d'arriver. Donc on va prendre connaissance de l'équipe Breguet, mais ils sont bientôt là et vont s'échauffer un peu d'ailleurs peut-être. Allez, je te laisse continuer. Alors, pour l'équipe Breguet, en 1, on aura Brou. En 2, Artigue. En 3, Lorrain, Olivier. Je précise le prénom parce qu'ils sont deux frères. Le 4 sera Miqueux. Le 5, Oswald. Le 6, Baron. Le 7, Riera. Le 8, Bouin. Le 9, Sfez. Le 10, Olière. Le 12, Combe. Le 13, Reynaud. Le 14, Monnier. Le 15, Sermé. Et je vois en fin de liste le 11 que j'ai oublié, c'est Patrick Contreras. Voilà, c'était pas tout à fait dans l'ordre. Pour les remplaçants, on aura toujours pour Breguet, on va dire. On aura Verbeek qui remplacera le 7. On a Bonadei qui remplacera le Baron. Et on aura Arthur qui remplacera Sfez. Pour l'équipe de Latécoère, les remplaçants seront Torrent, remplacera Petit Didier, Cabestre à la place de Mosson et Fornet uniquement soigneur. Voilà, c'est tout. Là, je crois qu'ils sont véritablement en train d'arriver. Vous les voyez débarquer, entourés par la bandasse. Je devine les maillots, tu parlais de maillots rouges plutôt, hein, qui sont là, des maillots blancs aussi. Alors les rouges, on rappelle, Robert, les rouges, parce qu'il ne faut pas se tromper tout à l'heure, hein, on va supporter les uns ou les autres. Donc les rouges, c'est l'équipe, tu nous le rappelles, hein? Alors les rouges, le Bordeaux, c'est l'équipe de Breguet. Alors, les rouges, un peu à Bordeaux, j'ai raison, c'est l'équipe Breguet. Et les autres, en blanc. En blanc, alors les blancs, pardon, c'est l'équipe Latécoère. Latécoère qui va être donc alors un peu sur son terrain. Hein. Latécoère est, on va dire, à domicile. On est bien d'accord. Hein. Latécoère est à domicile et reçoit. Parce que les couleurs n'étaient pas très précisées sur mon papier. En maillot blanc, short Bordeaux, c'est Breguet. Et en maillot rouge, short vert, parce que ça me disait. Donc alors, short vert, Latécoère. On va bien récapituler parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. On est bien d'accord. Hein. On va avoir en rouge Grenat, Latécoère, en blanc l'équipe Breguet. Ils vont s'affronter dans une sorte de derby, ici, à l'envol des pionniers, sur le champ d'aviation, là où décollaient les Saint-Exupéry, les Guillaumet, les Mermoz. Ils sont magnifiques. Alors, vous avez 3 arbitres aussi. Je vous conseille d'aller voir les arbitres, qui sont magnifiques, les arbitres. Ah ouais, très beau. Je crois voir quelques petites moustaches, là, qui ont poussé très récemment, si je ne m'abuse. Beaucoup de joueurs moustachus, me semble-t-il, dans les deux équipes. Alors vous voyez les maillots avec floqués hein, derrière, les numéros, c'est les mêmes, on a toujours 15 joueurs comme c'était le cas, enfin c'est le cas aujourd'hui. Alors des maillots un peu épais, hein, voilà, avec des petits lacets en haut, et petits cols, et puis les shorts longs, c'est comme ça qu'on avait les shorts à l'époque, et ces bas rayés, montés comme d'habitude. Alors les chaussures, allez on va dire que c'est pas des chaussures d'époque, hein.
Alors nous sommes tout à fait rassurés. À droite de la parade, nous voyons la civière qui est là. Peut-être qu'en effet cette civière sera utile tout à l'heure, je n'espère pas évidemment, mais sait-on jamais, encore une fois le vent est un peu fort et peut peut-être réchauffer les esprits, on verra ça tout à l'heure. Alors là, comme on vous disait, le coup d'envoi officiel c'est 15h30, le temps que ces messieurs s'échauffent un petit peu, prennent possession des lieux. Alors notamment l'équipe Breguet, elle joue à l'extérieur, je le rappelle, on est sur le territoire Latécoère ici, et c'est bien les rouges qui jouent à domicile, ils sont vraiment très très beaux ces maillots. Le responsable, le chef d'exploitation de l'envol des pionniers, Fabrice, c'est la première fois qu'on voit des rugbymen sur ce champ d'aviation. C'est la première fois. Alors ce que j'espère, c'est que tous les ouvriers seront aptes pour reprendre le travail après quand même, parce que le patron il a des quotas à respecter, mais enfin... Bon, bien sûr, vous soutenez les rouges, tout ça, bien sûr, on est d'accord, l'équipe Latécoère, on respecte l'adversaire, mais enfin quand même, on est un petit peu chauvin. Et puis c'est vrai que c'est la première fois depuis que ce lieu a repris vie que nous voyons le rugby si cher dans nos régions qui revient habiter les lieux. Oui, donc c'est vrai que c'est dimanche, donc c'est normal, on travaille pas, on se détend, en jouant au rugby. Mais bon, tous ces beaux messieurs vont rapidement reprendre le travail dès demain, parce qu'il y a des assemblages d'avions à faire. Il faut préparer aussi les prochaines missions, les prochains vols des lignes aériennes Latécoère. On le rappelle, c'est d'ici qu'on partait en avion pour transporter du courrier. Vous remarquerez les 2 ballons d'époque aussi qui sont magnifiques. Et voilà Christophe, donc on va laisser les joueurs maintenant se préparer, s'échauffer quelques instants avant ce match qui aura lieu donc dans une petite demi-heure. En attendant, je retrouve avec moi Christophe et Robert. On va parler un peu justement de ces équipements que vous voyons devant nous. Christophe, on a vu les nouvelles tenues qui sont spécifiques pour ce match. Oui, alors tout à fait. Là, vous voyez les tenues qui sont utilisées par les joueurs. C'est vraiment des tenues d'époque. Ça ressemble pas trop en fait aux maillots des joueurs du top 14 à l'heure actuelle ou de la Coupe du Monde de rugby. Vous voyez surtout les shorts longs, bien longs. Les bas, ils n'ont pas trop changé, mais les shorts étaient vraiment tout à fait différents. Et puis ces maillots à lacets avec ce col là, voilà, tout à fait élégant. Donc le port du béret, le port du béret, la casquette, ça se faisait, ça on avait l'habitude de jouer avec la tête couverte comme bien souvent. Et puis l'échauffement, c'est comme aujourd'hui, voilà, les joueurs s'échauffent avant le coup d'envoi, ça va durer quelques minutes, il faut qu'ils apprivoisent un peu ce terrain. Robert, il y avait une petite particularité sur les tenues justement qu'on les porte les joueurs aujourd'hui. Alors les équipements des joueurs, les arbitres, supporters et accessoires ont été fabriqués spécialement pour l'occasion. Donc pour les participants, joueurs, soigneurs et arbitres ont reçu un équipement complet. Maillot numéroté, son poste pour les joueurs, comme l'a dit Christophe, short long et chaussettes. La vraie question, c'est de savoir si ça avait été fabriqué spécialement. Bien évidemment, on ne trouve plus ces tenues-là, d'après ce que vous m'aviez dit, dans le commerce. Oui, on ne trouve plus évidemment ce lacet et cette façon de fabriquer des maillots. Et puis surtout les matériaux ont changé. Il n'était pas question à l'époque d'acrylique ou de polyamide, évidemment. C'était des matériaux naturels. Pour tout dire, à l'époque également, ce qui faisait la différence, évidemment, les joueurs portaient des ceintures noires pour tenir les shorts longs et un béret noir souvent et un casque. On les a vus avec des casques cuir. Et ils arboraient souvent une belle moustache qui revient à la mode un petit peu maintenant. Mais c'est pour ça que tu en portes une aujourd'hui, mon cher Robert. J'en porte une que j'ai essayé de faire pour l'occasion. Alors il y a une particularité sur les chaussures, Robert. Oui, les chaussures, évidemment, on n'avait pas ces couleurs fluo qu'on a actuellement. Maintenant, on s'est inspiré peut-être du football, puisque dans le rugby, c'est assez récent. On n'avait que des chaussures noires, les chaussures entièrement noires, avec différentes formes pour les avant, pour les arrières. Mais enfin, c'est peut-être venu même plus tard. Pas de rouge, pas de bleu, comme je le disais, pas de fluo ou autre fantaisie. Noir, c'est noir. À l'époque, noir, c'est noir. Bon, noir c'est noir, nous l'avons compris. Merci à Christophe et à Robert pour ces présentations. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour quelques anecdotes rubistiques et historiques. On a la chance d'avoir près de nous Céline Lorrain, qui est présidente du rugby Toulouse-Montaudran, comme on dit ici le TMR. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà donc Céline, présidente du rugby de Toulouse-Montaudran. Au micro de Pauline Gaston-Conduite pour quelques petites questions
informations concernant le rugby. Oui, Céline, à la tête du PMR depuis 1920, paraît-il. C'est ça, ça se voit. Pouvez-vous nous conter l'histoire de ce club ? Oui, en fait, c'est un club qui est né il y a un peu plus de 35 ans aujourd'hui, dans ce quartier, le quartier de Montaudran. Et au départ, c'était quelques parents qui ont voulu faire découvrir le rugby à leurs enfants. Donc ça a démarré, si j'ose dire, par le bas avec des petits. Et il y avait quelques enfants. Et puis petit à petit, ça a grandi. Ça a grandi en âge, ça a grandi en taille. Et aujourd'hui, le Toulouse-Montaudran Rugby, c'est 350 adhérents. On a une offre complète pour tous les âges, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à 19 ans, autant les garçons que les filles. Voilà, la grosse spécificité de ce club, c'est qu'on n'a pas d'équipe senior en compétition, mais l'offre est bien large autour de nous à Toulouse. Et par contre, on a des partenariats avec d'autres clubs pour justement que ce cursus ne s'arrête pas pour nos juniors notamment et nos cadettes. Et justement, vous avez parlé des garçons comme des filles. Qu'en est-il du rugby féminin au TMR ? On a pris la décision de créer une équipe cadette et à l'époque, on était les premiers à Toulouse Intramuros. Donc on a créé au final en même temps que le Stade Toulousain a créé la sienne. Donc on est encore les seuls hors Stade Toulousain à ce jour à avoir une équipe cadette. Et on s'est étoffé aussi d'une équipe de mini-mètres. Donc les mini-mètres, c'est les moins de 15 ans. Les cadettes, elles ont entre 15 et 18 ans. Et on a aussi une équipe loisirs féminine. Donc c'est le pendant, si vous voulez, des Gonin Boys qui jouent aujourd'hui et qui nous font le plaisir d'être ici. Et je les remercie beaucoup parce que sans eux, aujourd'hui, la journée n'aurait pas pu se faire. Donc merci les Gonins, qui est l'équipe loisirs de Montaudran et qui est donc une équipe amie et du même quartier, voilà. Et de ce que j'ai pu comprendre, vous êtes pionnier dans de nouvelles pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors, on est d'abord un club formateur. On a une très grosse école de rugby. Et il faut savoir que l'année dernière, on a eu la chance d'obtenir le titre de la meilleure école de rugby du département. Je pense que c'est dû à la qualité de notre formation, voilà, parce qu'on a beaucoup d'éducateurs qui sont formés, bien que bénévoles, hein, ça il faut le rappeler. C'est quand même beaucoup, ça tient grâce au bénévolat. Et on a décidé, sous l'impulsion du CD31 Rugby, notamment, on a créé une équipe sport adapté en partenariat avec le club de Ramonville. Et aujourd'hui, naît une nouvelle équipe, en plus du sport adapté. On a le C6 Rugby. Et le C6 Rugby, on va être la première équipe au monde à faire ça. Et je rigole, mais c'est sérieux, c'est vrai. C'est normal, on est à l'envol du pionnier et donc vous êtes les pionniers de l'opération. Voilà, et ça on le doit à Olivier Chabot qui est au club depuis très longtemps, qui est aussi au Gonin d'ailleurs, et voilà, qui travaille dans ce milieu. Et il y a eu beaucoup d'expérimentation autour de ça, et, le ballon sonore, des barrières autour adaptées, enfin voilà, il y a tout les règles sont adaptées, mais ça reste du rugby et c'est pour les déficients. Voilà, c'est ce que j'allais demander pour ceux qui ne pardon. savent pas qu'est-ce que le C6 Rugby. C'est pour les non-voyants et malvoyants. Très bien. Mais merci beaucoup Céline et bonne continuation avec le TMR. Merci à vous. Merci Céline et bonne continuation. Effectivement, après ces quelques mots, on va enchaîner parce qu'on vient de parler des Gonin Boys. Moi, je ne connaissais pas plus que ça. Et à côté de moi, j'ai Michel. Michel qui est donc coprésident. Michel, c'est ça ? Oui, bonjour. Je suis coprésident du club des Gonin Boys. Et je vous fais une petite présentation de ce club. L'histoire a commencé en 87 par des copains qui jouaient tous dans différents clubs de la région et qui ont créé au sein de l'association sportive et culturelle de Montaudran une section rugby vétéran. Et ça, c'est avec des gens qui jouent encore, qui sont encore présents. C'est ceux qui jouent aujourd'hui, non ? Non, mais non, pas aujourd'hui, mais il y en a qui sont toujours présents dans la structure. Et au fil des années, en fait, ça s'est développé avec 20, 30, 40 adhérents et avec du rugby à plaquer, loisirs, et également le dimanche un peu de toucher plus détendu. Et en fait, en 1992, le club a changé de nom et pour prendre le nom de Claude Gonin, qui était un aviateur né 100 ans plus tôt, et on est le club historique du quartier Montaudran. Et le rugby est le liant pour tous, mais également le côté festif, familial, avec des sorties, des voyages à l'étranger, où à chaque fois on joue contre des équipes, que ce soit la Guyane, le Sénégal, la Croatie, le Maroc, Majorque et jusqu'au Portugal en 2017. Un effort particulier sur la troisième mi-temps. Avec un point essentiel sur la première, la deuxième et la troisième mi-temps, évidemment.
Donc c'est vraiment une bande de copains et également des liens entre les familles et voilà. Et on continue depuis, le Covid est passé par là, donc ça a une petite coupure, mais ça n'a pas entamé la bonne humeur, l'allant de ce groupe. Et on continue maintenant par des sorties, tournois destination. On a eu la chance d'aller à Rome, on va essayer d'aller en Écosse l'année prochaine. Et l'histoire continue. Et on est à peu près une petite centaine d'adhérents au sein d'une association sportive de quartier. Et tout le monde peut participer, peut venir au Gundam Boys. Il faut être parrainé. Quelle est la porte d'entrée pour venir au Gundam Boys? La première, c'est un club de quartier. Donc ça a son importance au sein d'une association sportive et culturelle. Donc on privilégie tous les gens qui le sollicitent au sein du quartier. Et ensuite, du rugby loisir, de gens qui ont joué ou pas, qui ne jouent plus en club, et on essaie de commencer à une trentaine d'années, mais on n'est pas limité, on va jusqu'à 76 ans et toujours en activité, qui est d'ailleurs sur le terrain et qui sera un des arbitres, Jeannot. Donc l'histoire est belle, construite par des gens, des hommes, des femmes, et ça continue, et c'est l'essentiel. Merci beaucoup Michel, coprésident donc des Gundam Boys. Et maintenant on va laisser la place et la musique à cette parade qui est venue spécialement pour mettre l'animation. Donc à vous de jouer quand c'est possible. Oui, c'est parti. On va prendre le relais, la banda ça va prendre le relais de cette journée. On s'approche quand même du coup d'envoi, hein. On a dit 15h30, ce sera 15h30. Alors si, la buvette aussi, il y a une buvette, hein, c'est normal, on est dans un match de rugby. La buvette est ouverte là-bas. Il y a le club de supporters aussi au coin gauche devant les tribunes qui, si vous voulez récupérer des fanions, des petits drapeaux. Allez, on se fait 10 minutes de bandas. Il continue l'échauffement et puis les arbitres vont nous dire ensuite quand est-ce qu'on va pouvoir faire le coup d'envoi. Le match évidemment sera commenté en direct, hein.
Bravo! Oui, merci Christophe, bien sûr. Avant d'enchaîner, bien sûr, sur la partie sportive, j'ai le plaisir de recevoir un personnage et ça me touche un peu, son sujet nous touche un peu tous. Et je voudrais vous présenter Olivier, qui est en même temps joueur et là aujourd'hui il est entraîneur. Il est arbitre aujourd'hui sur ce match, donc vous le verrez l'homme en noir. Et en même temps il est entraîneur des cadettes du TMR. Mais aussi, il est initiateur du CC Rugby. Olivier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette initiative un peu originale ? C'est une initiative qui est partie simplement de l'idée de donner accès à ce sport qu'on aime tant à des personnes déficientes visuelles. Il se trouve que je travaille aussi à l'Institut des jeunes aveugles. Et voilà, l'idée nous est venue de lancer ce pari impossible. On est ici sur la piste des pionniers. Voilà, c'est le genre de pari impossible. Se disant c'est un sport qui n'est pas accessible aux déficients visuels. Et on s'est dit si, relevons le défi. Toi, tu reprends la phrase. En fait, on ne pouvait pas le faire, mais je pense qu'on va le faire quand même. C'est un petit peu ça. C'est impossible, alors faisons-le. Faisons-le. Donc c'est parti comment l'idée, comment ça marche concrètement? Alors l'idée est partie de nombreuses expérimentations au départ pour voir comment les déficients visuels se débrouillaient sous bandeau. L'idée étant de ne pas faire en sorte que le rugby tel qu'on connaît soit accessible aux déficients visuels, mais de trouver des règles qui s'inspirent du rugby et dans lesquelles des voyants, des non-voyants et des malvoyants puissent jouer ensemble sous bandeau. Donc voilà, ça a été de multiples expérimentations jusqu'à arriver à l'élaboration des règles qui sont aujourd'hui bien finalisées et la création du premier club au monde de CC Rugby ici à Toulouse-Montaudran grâce à la Fédération française de rugby et à la Ligue Occitanie qui nous a bien aidés dans ce projet. Décidément, vous avez la fibre des pionniers ici, en fait, c'est la terre qui le veut, quoi. C'est ça. Et maintenant, la balle est dans le camp des joueurs, puisque ce sont à eux de s'approprier ce sport et de le faire évoluer, de trouver les tactiques qui vont permettre d'avancer, de développer, de marquer, etc. Alors, concrètement, en quelques mots, comment tu peux nous dépeindre le système? Parce que c'est une vraie curiosité. Comment peuvent-ils jouer? Quand on voit un match de rugby, il faut voir le ballon. Donc, comment on arrive à cette perception des choses? Alors l'idée, c'est justement à travers le CC Rugby de développer les autres sens. 90% de nos informations sont visuelles. Pour autant, les 10% qui restent, auditives et sensorielles, on les utilise pas suffisamment. Pour les déficients visuels, c'est beaucoup plus aisé pour eux, puisqu'ils ont l'habitude de gérer ces informations. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. Donc toutes les règles et toute la communication est basée sur l'auditif et le sensoriel, le tactile. Donc il y a un ballon qui est sonore, il y a l'arbitre qui annonce un certain nombre de conseils par rapport au positionnement sur le terrain. Il y a également des maillots qui sont tactiles, distinctifs, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a des picots et l'autre qui a des maillots lisses. Et c'est ainsi que les joueurs se reconnaissent entre eux ou reconnaissent l'adversaire. Donc en fait, il y a des matchs, comment ça se présente, comment ça, il n'y a pas de championnat encore, c'est juste... Il n'y a pas de championnat encore puisqu'il n'y a qu'une équipe, donc on fait des matchs entre nous et on démarre. Simplement le principe du jeu déjà, c'est que le principe de la lutte individuelle et collective persiste. Même si le jeu ne se joue que debout. On ne passe pas par le sol, un ballon tombé est un ballon perdu. Donc c'est de la lutte individuelle, de l'évitement, du raffut, ou bien de la mise en formation, de mêlée ouverte, de maul, etc. Il dépasse donc, pour marquer un essai, il dépasse une certaine ligne. Il n'y a pas de tir entre les poteaux? Pas encore, mais pas ça encore. Viendra, comme ça se fait au CC Foot, où les joueurs sont tout à fait capables de transformer, oui. Voilà, super initiative pour une première au monde, c'est fabuleux. Et en plus de ça, je pense que ça ouvre des perspectives à énormément de personnes au monde. Donc bravo Olivier, et bonne continuation pour tout ça. Merci beaucoup. Puis pour tous ceux qui veulent découvrir, tous les jeudis soirs à Toulouse-Montaudran Rugby de 18h à 20h. Il y a une adresse mail, il y a quelque chose qui a été lancé, il y a une information. Il y a une page Facebook, il y a un certain nombre de reportages qui ont été faits. La page Facebook, elle s'appelle CC Rugby. CC Rugby. Merci Olivier, donc avec arbitre plaisir. de le match là, je crois. Hein, oui, tout à fait. Je me prépare psychologiquement. Là, on sent que tout de suite. Ça va être rude. C'est la revanche de l'année dernière. Hein, ça, je sens que les deux équipes sont remontées comme des pendules. Merci Olivier, à très bientôt. Voilà, donc il est temps de rejoindre maintenant les joueurs et l'arbitre pour ce coup d'envoi dans quelques temps. Ils finissent bien sûr leur échauffement. Christophe, ici Montaudran et l'envol des pionniers. À vous les studios, Pauline et Bernard. Dans quelques instants, le coup d'envoi. Merci Laurent, je vais me rapprocher du corps arbitral pour voir si tout est dans les règles et si tout est prêt pour ce match. Il faut bien sûr faire les choses dans les règles, même si vous l'avez bien compris, il n'y en aura pas trop pendant le jeu. Alors on est vraiment très proche du début du match, vous l'avez compris, le terrain est parfaitement opérationnel. Les joueurs sont un peu taquins là, mais ils ont l'air aussi très opérationnels. En tout cas, ils sont échauffés. Et on va dans Smog britannique. Merci au Minotaur et à la machine pour nous donner cette ambiance pour réaliser des super photos et vidéos. Vous n'allez pas voir ça souvent.
l'envol des pionniers qui est organisé donc pour ces journées européennes du patrimoine et puis dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Ce match d'époque années 20. Et vous avez devant vous, en rouge, l'équipe de la TCOR qui joue à domicile contre, en blanc, l'équipe Breguet. Pour l'équipe de la TCOR, ouais, on sent qu'il y a du public quand même. Hein. Donc là, il y a les discussions quand même, parce que ce sont bien sûr, et vous l'avez bien compris, tous des gentlemen. Donc voilà, les petites... il y a des petites altercations qui ont lieu là, visiblement. Mais c'est bien normal. C'est bien normal, l'attente fait que on devient impatient. Donc là, les règles sont en train d'être énoncées. Je vous le rappelle, il n'y en a pas énormément, donc ça va aller assez vite. Et puis après, le match va commencer. Il sera commenté en direct par deux commentateurs, Bernard Pujol et Pauline Gaston-Conduit. Alors, ils sont sous la tente grise là-bas, à gauche des gradins. Et ils vont commenter en direct ce match, et aussi comme à l'époque. Bon, je vais me rapprocher un petit peu là pour pouvoir le... Attends, il y a un micro, Alors, on a perdu Christophe, là. Il a des difficultés. Il est peut-être coincé avec les rugby. Voilà, Christophe, c'est bon. On va pouvoir lancer ce match dans quelques instants. On est bien, on est à 4 minutes du coup d'envoi. Christophe, tout est bien en place. Oui, alors une petite précision quand même sur les lignes, parce que vous voyez, les lignes, c'est un peu bizarre. Ça a choqué peut-être certains d'entre vous. Il y a plusieurs lignes. Alors, je vous explique. Les lignes, là, vous voyez les deux parallèles là sur la gauche des gradins, en fait, elles vont pas servir à grand-chose. Le terrain a été un petit peu agrandi suite à différentes configurations de terrain. On a testé tout ça, ça a pris un peu de temps et donc on n'a pas pu les effacer. La ligne médiane, c'est vraiment celle sur laquelle je suis là. Bon, mais je crois qu'ils sont briefés, ça y est, tout va bien. Messieurs, alors je vais me rapprocher de l'arbitre principal, puis je vais demander aussi à les personnalités de venir pour le taper le coup d'envoi. Bienveillance continue tout au long de ce match ? Absolument, absolument. La bienveillance, c'est le maître mot de l'après-midi. Ça va être très pacifique. Bon, on le sait, le rugby est un sport de combat, mais ce sont des gentlemen sur le terrain, donc je compte sur eux. Voilà, bravo, on peut les applaudir, en tout cas pour leur intention, elle est louable. Et puis, écoutez, je vous propose de faire un coup d'envoi virtuel avec les personnalités qui sont venues nous rejoindre. On peut s'approcher, vous allez me dire exactement où aura lieu ce coup d'envoi. Hein. Donc on est sur la ligne médiane. Et je voudrais quand même remercier pour l'organisation de ce match. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. C'est tout le Toulouse Montaudran Rugby, le club qui est juste à Avenue d'Espinay là-bas. Ils sont là partout là. Les Golden Boys, ils sont là sur le terrain eux carrément. Vous allez longtemps entendre parler de cette équipe par rapport à ce match-là. Voilà. Donc je voudrais les remercier parce qu'ils nous ont aidés avec l'équipe de l'Envol des Pionniers à organiser ce match. Toujours en bénévolat. Ça a été beaucoup de temps et beaucoup de passion et c'était super de travailler avec vous. Donc maintenant, ça y est, on va pouvoir faire le coup d'envoi. Alors nous avons Robert qui est là. Et Robert qui, je sens, a envie de taper virtuellement le coup d'envoi. Et Robert, c'est parti. On peut applaudir, le match va pouvoir commencer. Je laisse l'arbitre gérer les hostilités. Bon match, messieurs, et à tout à l'heure. Bien, nous allons assister au coup d'envoi de la rencontre tapée par l'équipe de Breguet face à l'équipe de la TCOR. Monsieur l'arbitre a déclaré que c'était parti. Et c'est récupéré par l'équipe de la TCOR. Ça passe au sol pour les rouges et verts. On joue de gauche vers la droite. C'est cette fois Ulmet qui a le ballon et qui se fait plaquer. Allez, on enchaîne les passes pour la TCOR. On est au sol. Après main disputée, c'est récupéré, non ? C'est récupéré par la TCOR. Allez, au sol, ça récupère le ballon. On fait des passes. Et ça tape au pied. Voilà, le ballon a été rendu comme bien souvent en 1920 et nos joueurs de Breguet lancent l'offensive jusqu'à l'aile Silanais. La conservation, ça passe au sol, ça tape au pied comme bien souvent pour avancer selon les règles du jeu de cette époque 1920. On tapait souvent au pied, c'était une manière d'avancer puisque c'est un principe fondamental au rugby, avancer et marquer. Voilà les principes fondamentaux du rugby. Et ça a été tapé au pied. La touche va pouvoir se jouer par la TCOR. Alors effectivement, le désordre dont on a parlé en touche, puisqu'il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de lift, c'était un désordre total. Le ballon était tout souvent à terre, il est toujours à terre, ça récupère, ça déploie le jeu, ça rend au pied pour avancer. Et ça arrive dans le camp de la TCOR. Les Blancs récupèrent le ballon et sont tout près de la ligne. Et voilà le numéro 8, Bouin. Allez, le ballon est perdu, c'est récupéré par la TCOR. On avance doucement, le ballon est cafouillé. Non, c'est toujours dans les bras de la TCOR. Ça tape au pied pour pouvoir sortir. C'est récupéré par nos amis de Breguet. Ils feintent, ils avancent. Vous remarquerez le côté très vivant
et très ludique du jeu d'époque. Hein. C'était un jeu de passe, c'était du mouvement général. L'arbitre a sanctionné un en avant. Il y aura donc une mêlée, introduction, Breguet. Alors vous regarderez comment les mêlées pouvaient se disputer. Il n'y avait pas de préambule, on se baissait, il n'y avait pas de commandement. Breguet gagne son ballon sur introduction et fait la passe à l'arbitre, ça existait déjà. Oui, le ballon est sorti en touche. On voit l'arbitre qui a levé son drapeau. Alors les touches, vous voyez bien, c'est un conglomérat de joueurs. Chacun pouvait gêner autant que faire se peut. Breguet toujours à l'offensive. Et voici notre ardent talonneur Artigue au sol qui se démène pour conserver le ballon. Voilà, ça écarte le ballon vers les espaces. Voilà, le numéro 9 s'est fait coincer. Bouin, l'Ariégeois Bouin, numéro 8 de son état, fait une avancée magistrale. Breguet avance, voilà, et le ballon est sorti des zones de but et âprement disputé, toujours 0-0. Alors attention, il y a un arrêt de jeu. Oui. Effectivement, l'arbitre a arrêté d'un coup de sifflet strident. Nous déplorons une blessure. Donc l'éponge magique, le seau d'eau, qui était effectivement, c'était les remèdes miracles. Un coup d'éponge, un coup de seau d'eau, ça repartait. Là, il y a décemment un remplacement dont le monsieur 7 numéro entre pour Breguet. Voilà, le 4, notre ami Mike. Et la TECOR qui récupère ce ballon. Grosse traversée là du numéro 3, Combe. La TECOR qui a bien avancé là et arrive dans le camp de Breguet. Perdre le ballon, ça va aller en touche. Alors voilà, il y a eu un en avant sifflé par monsieur l'arbitre, à l'occurrence Olivier Chabot. Donc le ballon est rendu suite à l'en avant. Et donc c'est une introduction. Mêlée pour Breguet. Donc regardez bien la mise en œuvre de la mêlée. Il n'y avait pas de commandement. On n'avait pas de posture, on y allait, on poussait, tout le monde se relevait de suite. Un coup de pied, effectivement, pour dégager autant qu'avancer, mais c'est âprement disputé. Breguet conserve la balle dans son camp, toujours. Donc effectivement, il y a un peu de confusion et de désordre, un amoncellement de joueurs. Et ça rend le ballon pour dégager le camp. Breguet rend le ballon. La TECOR qui récupère ce ballon, on se fait des passes, on décide de jouer un côté, allez. On passe au sol, on récupère le ballon, on enchaîne les passes là pour la TECOR qui arrive difficilement à avancer et traverser cette défense de Breguet. Allez, on est au sol, ça se dispute pour savoir qui va rattraper le ballon. C'est la TECOR qui a toujours la possession de cette balle. Ils avancent, ça passe au sol pour la TECOR. Monsieur l'arbitre, effectivement, d'un coup de sifflet, arrête ceci, il y a une mêlée pour un en avant blanc. Introduction, le truc. On peut constater que le match est âprement disputé, tant par la zone, puisque la dispute du ballon se déroule au milieu du terrain, et que pour le moment, si rien ne m'a échappé, Pauline, on est à 0-0. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune équipe qui a réussi à débloquer son compteur jusqu'à présent. Allez, la TECOR qui a le ballon, décide de jouer grand côté après cette mêlée, ça va au sol. La TECOR qui arrive à garder ce ballon avec le pilier Combe qui sort avec le ballon. On avance petit à petit, ça se dispute au sol. C'est toujours récupéré par la TECOR. Allez, on joue grand côté avec le numéro 10 qui fait la passe à son pilier. On enchaîne les passes jusqu'à l'ailier. On avance bien là du côté de la TECOR. Le ballon qui est au sol, toujours pour cette équipe rouge et verte. Allez, les joueurs qui sont en bord de touche. Ça le match est lancé, Pauline. On voit que maintenant, effectivement, on est au point de rupture. L'observation, c'est fini. La TECOR commence à gagner du terrain, à prendre de la vitesse. Et on devrait observer maintenant un démarrage du score. Profitant de l'arrêt de jeu, et pour dire que dans ces années 20, laisser compter 3 points, la transformation 2 points, la pénalité 2 points. Et les scores étaient étriqués parce que il y avait beaucoup de fautes de main, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de désordre sur le terrain, sur la conquête, ce qui fait que il n'y avait pas non plus la stratégie que l'on connaît maintenant. C'était de l'instinct, c'était de l'évitement et c'était un jeu très ouvert, ludique, comme vous pouvez le constater. Je t'interromps Bernard là parce qu'il y a une sérieuse blessure, j'ai l'impression là. Il y a eu un impact violent. L'infirmier, enfin le soigneur est arrivé avec ce que je qualifierais d'une éponge magique. Et voilà notre joueur de la TECOR en train d'être bandé là au niveau de la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le choc a été violent en tout cas sur le bord du stade.
le constater. Alors, en toute neutralité, bien sûr, Christophe, nous ici, avec Pauline, on n'est pas pour l'ATCOR ou pour Breguet. Mais ne serait-ce pas un règlement de compte? Parce que je vois quelques gestes indélicats, de loin. Mais que s'est-il passé? J'ai l'impression que les esprits commencent à s'échauffer un petit peu. On le voit là, c'est pas très bon, je pense qu'on va revenir au jeu. Allez, on va revenir. Alors effectivement, monsieur l'arbitre est bousculé. Il y a beaucoup de confusion, de l'agressivité. Le rugby monte en puissance. La dispute est pleine. Voilà, ça part de là. Les bérets volent. Attention. Ne vous emmêlez pas. Laissez-les faire. On voit c'est des terrible. bérets volés là. Et je vois que des remplaçants, des soigneurs ça tombe de partout. Pas les pieds, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, ça y est. Ils partiront en vacances ensemble, rassurez-vous. Les bagarres générales n'ont jamais fait de blessés en rugby. Tout le monde a eu peur et il n'y a personne au sol. Donc c'est magique. Hein. Comme vous voulez, messieurs. Hein. Et oui, c'est dans cet affrontement qu'on voit la difficulté de ce match. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Allez, ça s'est calmé. La baston est terminée. Les deux équipes sont regroupées et se donnent les consignes pour la suite de la rencontre. Alors, pour dérouler l'histoire et faire des comparaisons, il faut savoir que le rugby qui émanait du foot, puisque c'était le rugby football d'époque, il était violent, peu codifié, peu de règles, donc ça autorisait effectivement un désordre, des désagréments, de l'illégalité. Et la bagarre, le public en demandait. Il n'était pas préparé, il y avait quelques marrons, mais bon, vous le voyez, en dehors du nez tordu et des oreilles un peu joufflues, ils sont pas malades ces gens-là. Hein. Et la touche qui vient de se jouer, récupérée par Breguet. Ah mais Breguet, ça y est, a repris, un petit marron, ça a réveillé les joueurs, et le jeu redevient Bouin, toujours l'Ariégeois Bouin ici, le numéro 8 de Breguet, qui effectivement a du mal à avancer. La possession est pour Breguet. Mais à l'époque, on ne parlait pas de possession. Attention! Et oui, le numéro 15, Bakali, de l'ATCOR, n'a pas réussi à rattraper son ballon. Au final, c'est fait. Et l'ATCOR qui a la possession de cette balle. Ils sont au sol, ils avancent petit à petit, là. Alors là, vous voyez, il y a du monde partout. Ceux qui regardent le match, et vous êtes tous en train de regarder les matchs, et avec la Coupe du Monde qui de plus, il y a 50 pénalités au mètre carré. Mais c'était comme ça, le rugby. Voilà, une faute de main. Donc l'en avant était effectivement une faute. Les règles très simples, on les rappelle, il y avait l'en avant et l'obligation de passer le ballon derrière. Voilà. Tout simplement, il n'y avait pas besoin de 200 pages pour faire le règlement. Le reste, pas de ligne, pas de commandement comme en mêlée, pas de ligne de hors-jeu au niveau des pieds du 8, alors qu'on est à 5 mètres en mêlée, à 10 mètres en touche. Ça jouait vraiment très très proche, beaucoup de contacts. Et oui, la mêlée qui a été jouée par l'ATCOR, récupérée par Breguet. Ah, c'est du tout à moi, Pauline. C'est loin d'être simple. Qui va craquer sur ce match, Pauline ? Ah ben ça, compliqué à dire, sachant qu'on est toujours à 0-0. Oui, et puis voilà, ça passe d'un côté de l'autre. Alors c'était le côté ludique et très amusant. Et l'ATCOR qui a récupéré le ballon, qui fait la passe à son... Et ça y est, je crois que ça y est. Mais tu la connaissais, Pauline ? Oui, qui vient marquer... Le demi d'ouverture de cette équipe de l'ATCOR qui a marqué... un essai en coin côté gauche des poteaux et qui inscrit les premiers points de cette rencontre. Donc 3-0 pour l'ATCOR. C'est bien. Je le rappelle, les essais en 1920 c'était 3 points et non 5. Et oui, c'est bien, Pauline, malgré votre grand âge, vous qui avez connu cette époque-là, c'était 3 points. Et donc, attention Pauline, parce qu'avec le vent d'autant, c'était pas facile de décoller, mais c'est encore moins facile de buter. Et d'ailleurs, pour preuve, que s'est-il passé? Non, le ballon est passé sous les poteaux. Alors voilà, l'arbitre gesticule parce qu'il est un peu pris par la passion. L'arbitre a un boulot fou. On le voit, il est seul au milieu. Et c'est très difficile, monsieur l'arbitre. On en restera à 3-0 pour l'équipe de l'ATCOR. Voilà, le coup d'envoi, bien sûr. Comme au rugby, on rend le ballon à celui qui domine et qui a marqué. C'est une règle fondamentale aussi. Et oui, c'est récupéré par le numéro 13. Allez, on part tout seul pour l'ATCOR. L'ATCOR a décidé d'appuyer sur le champignon, c'est clair. Ça se fait une passe entre les jambes là, mais bien exécutée puisque le coéquipier a récupéré le ballon. Ça avance bien là pour l'équipe de l'ATCOR. Ouais. Alors malgré la rusticité des avions d'alors, on dirait qu'ils ont passé le turbo. C'est Breguet qui récupère. Bouin, mon ami de l'Ariège, Bouin est toujours là. Breguet, ça y est, menace la ligne.
un petit arrêt de jeu qu'on appelait pas ça les rucks ou les molles, c'était des blocages. Voilà, ça resitue le jeu. Où est le ballon? Simone, nous avons perdu les lunettes, ils nous ont cassé, on n'y comprend plus rien. Alors là, attention, le nez, les trucs, les oreilles, il fallait être malin. Hein. Il faut dire que les plaquages d'avant n'étaient pas ceux de maintenant. Ça ne plaque pas aux jambes, mais ça se tire aussi par le maillot et par les épaules. Hein. Oui, effectivement, on constate qu'effectivement, d'une part, la violence dans le cours du jeu, le mouvement général, c'était bon enfant. Il n'y avait pas de technique même de plaquage. On arrêtait la personne. Puis est venu effectivement dans l'évolution physiologique et les règles. Le plaquage au rugby, c'est le bassin. Ici, tous les éducateurs de Montaudan, je vois Monsieur Bonzon qui pendant 30 ans leur a dit de plaquer aux jambes. Donc on plaque aux jambes, on se laisse glisser, on fait tomber. À l'époque, c'était aléatoire. Mais je reprends Breguet, Pauline, ne nous endormons pas parce que le jeu va vite, ça attaque. Oui, voilà. Et le ballon est récupéré par l'équipe de l'ATCOR. Allez, qui arrive à avancer doucement. Ça passe au sol. Est-ce qu'ils vont réussir à garder ce ballon? Ah, il y a un changement. Alors ça parle pas de turnover à l'époque, on est clair, hein, c'est un changement de main. Voilà, et ce monsieur est expulsé, bien entendu. Il est expulsé par ses amis, je sais pas s'ils sont amis, hein, de la TCOR. Ils l'ont poussé dans les barrières, hein, monsieur l'arbitre. Hein. Et oui, c'est une touche qui va pouvoir se jouer par l'équipe de l'ATCOR. Alors les touches, tout est bon, hein, il n'y avait pas de... Ah, il s'est passé quelque chose. Il a fait un malaise, Oui, il y a un blessé là du côté de l'ATCOR. Ouais, je sais pas si c'est un malaise vagal. Monsieur l'arbitre nous fera signe peut-être. Hein. Il sait compter jusqu'à 5, 4. Devant, il ne savait pas trop compter. Attention. Hein. Ah, il change. Bon, là, c'est terrible. Hein. Il a la casquette complètement dévissée, ce monsieur. Oh là là. Oui. Alors, là, effectivement, c'est aggravé. Ils lui ont fracturé le pied. Là, hein. On peut l'applaudir, messieurs, dames. On peut l'applaudir. Hein. Il a donné de son corps. Ce joueur de l'ATCOR qui sort sur civière. C'est fabuleux. On applaudit que les blessés ici. Et les types en bonne forme, on les applaudit pas. Bon, le jeu reprend en rugby. C'est pas un petit bobo qui nous arrête, hein, ne croyez pas. Il va aller mieux, un petit verre d'eau, ce soir un petit remontant, comme on en a le secret. Ça avec modération, hein, bien sûr. Et la touche qui s'est jouée pour l'ATCOR, ils l'ont bien récupéré. Là, ils avancent. L'ATCOR qui a toujours ce ballon côté droit du terrain. Alors, que se passe-t-il? Oui, donc il doit y avoir une touche, puisqu'on n'a pas tous les angles de vue, mais vous voyez très bien ce qui se déroule. Donc une touche. Alors bon, voilà, tout le monde lever le bras. Et Monsieur Bouin qui effectivement est solide et en plus il a du jump. Donc il a gagné le terrain, c'est numéro 8. Un coup de pied qui a été contré par l'équipe de l'ATCOR. Ils ont récupéré le ballon et sont actuellement dans le camp de Breguet. Allez, l'ATCOR qui arrive à garder ce ballon. Le demi de mêlée qui... Ouais, allez, ça sort. On essaie de jouer côté droit du terrain pour l'ATCOR. On enchaîne les passes. Ça cafouille, mais ça garde le ballon. Allez, on avance petit à petit pour l'équipe de l'ATCOR. Ça tape au pied. Non, c'est l'ATCOR qui garde ce ballon. Alors là, c'est âprement disputé. Là, hein. On est sur une zone de combat. Hein. Le ballon n'appartient à personne. Hein. Il faut se le chercher, il faut se le gagner. Et les esprits s'échauffent, hein, on le voit, la fatigue est là, des blessures, hein, j'espère qu'il ne s'est rien passé au niveau des gestes, mais monsieur l'arbitre est vigilant. Il est très compétent, monsieur Chabot, arbitre, très compétent, il voit tout, monsieur l'arbitre. Alors, une énième touche pour l'équipe de l'ATCOR. Alors, contrairement à maintenant où la touche se joue par le talonneur, c'était le demi de mêlée qui s'occupait de lancer le ballon en touche. Allez, Breguet qui a récupéré ce ballon. Effectivement, les touches étaient les remises en jeu en touche. Il n'y avait pas de ligne de 5 mètres. C'était bien souvent le numéro 9. Pourquoi ? Parce que ils ont toujours été dégourdis, les numéros 9. On ne va pas parler de Dupont, lui, il n'est pas dégourdi, c'est un extraterrestre. Mais bon, les 9 étaient un peu dégourdis. C'est pas une injure faite aux avants. Ou alors, quand il était un peu malaguite, c'était l'ailier. Et commente Pauline. Et oui, l'ATCOR qui a récupéré le ballon dans son camp. Ah, le 8, mon ami Bouin d'Ariège de Saint-Giron a récupéré ce ballon. Mais ça se chauffe là, on voit. Non, qu'est-ce qui se passe encore là-bas, les deux? Ils partiront en vacances ensemble, je suis sûr. Allez, ça se bat un peu, c'est qui a le ballon au final? Il me semble que c'est Breguet. Oui, alors on constate que Breguet a souvent le ballon, mais que cette équipe a peine à avancer.
au niveau du terrain. Et à cette époque-là, il fallait avancer. Il n'y avait pas de calcul, des possessions. Enfin, je vous fais pas tout ce qu'on entend, la data et tout. C'était inné, c'était naturel. Il fallait avancer. Voilà. Attention, qu'a vu monsieur l'arbitre? Alors on peut dire que Breguet sont proches de l'essai. Ah là, ça chauffe, Pauline. Là, on n'a jamais été aussi près du Graal. Hein, parce que attention, quand on arrive... Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, c'est récupéré par l'équipe de l'ATCOR. Breguet ne va pas inscrire ses premiers points. Oh là, on voit l'intensité. Non, ça commence, effectivement. Là, maintenant, le jeu est parti. Hein. L'observation, c'est fini. Hein. Oui, on voit et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté. Oh là. Effectivement, voilà, le ballon est rendu. L'arbitre, que dit-il, l'arbitre? C'est les citrons. Merci, monsieur l'arbitre. Bravo aux joueurs. Merci Pauline et merci Bernard pour ces commentaires de cette première mi-temps. Nous allons maintenant nous intéresser à quelque chose de très sympathique fait par les élèves du lycée Gabriel Péri. Et c'est Margot Béros qui nous présente dans quelques instants un défilé de costumes d'époque des années 1920. Margot, la balle est dans ton camp. Sur l'ambiance musicale des années 1920, vous les voyez arriver et... les étudiants vont pas tarder, vous pouvez les applaudir, les encourager, ils vous entendent, ils ont besoin d'encouragement. On peut féliciter leur travail parce que leurs tenues sont vraiment très jolies. Et je vous souhaite un bon défilé à tous. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare with there's noses in the air, spending every time. If you blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Put it on the wreaths. Spangled gowns upon the bevy of five bronze from down the levee on misfits. Put it on the wreaths. That's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening with the swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see the spend the last 2 beats. Put it on the wrist. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare, where there's noses in the air, high hats and red colors, white spots and $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Put it on the wrist. Spangled gowns upon a bevy of five bronze from down the levee on misfits. Put it on the wrist. That's where each and every Lulu bell goes. Every Thursday evening with the swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend that Jubilee and see them spend their last 2 beats. Put it on the wrist. Merci. Merci beaucoup. Merci. I'm as happy as a king, feeling good and everything, just like a bird in the spring. Gotta let it out, it's my sweetie, can't you guess? Why the panic, I confess. Does he love me? That's why I shout. And everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I'm his sweet Judy, and he's my loving man. No time to do his duty, love me like no other can. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Ooh.
have nobody but me. Nobody but me. Ooh, ah. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Oh yes, and me sweet Judy, and he's my loving man. No time to do his duty, love me like no other can. Everybody loves my baby, but my baby loves nobody but me. Merci beaucoup. Merci. On va vous faire un Charleston un petit peu plus moderne. Hey. On peut avoir un peu plus de musique? Merci. Je vais bien mes jours à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être fripée, triplement fripée, swingée comme une triplette de Belleville. Je vais finir mes jours à Acapulco, danser toute raide avec des gigots. Moi je veux être tordue, triplement tordue, swingée comme une triplette de Belleville. Swinging Belleville, rendez-vous. Manhattan dancing, soup-ti-doo. Vaudou, caca, ballet tabou. Oh, Belleville swinging, rendez-vous. Je vais pas finir ma vie à Singapour. J'ai dit comment j'ai des petits fours. Moi je veux être idiote, triplement idiote, swingée comme une triplette de Belleville. Je vais finir mes jours à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swingée comme une triplette de Belleville. Singing Belleville, rendez-vous. Manhattan dancing, soup-ti-doo. Vaudou, caca, ballet tabou. Oh, Belleville swinging, rendez-vous. Je vais finir ma vie à Katmandou. C'est bien plus doux de faire des rimes en ou. Moi je veux être givrée, triplement givrée, swingée comme une triplette de Belleville. Singing Belleville, rendez-vous. Manhattan dancing, soup-ti-doo. Vaudou, caca, ballet tabou. Oh, Belleville swinging, rendez-vous. Swinging Belleville, rendez-vous. Manhattan dancing, soup-ti-doo. Vaudou, caca, ballet tabou. Oh, Belleville swinging, rendez-vous. Rendez-vous. Voilà les Mademoiselles, un groupe swing toulousain de 3 chanteuses. Merci beaucoup. Merci, bon match. Merci beaucoup. Voilà, ils existent depuis 10 ans. C'est un groupe rétro vintage. Elles chantent en close harmonie. Aujourd'hui, elles sont présentes pour le défilé du collège Gabriel Péri ainsi que pour ce match des années 1920. On les applaudit. En même temps, les joueurs reprennent dans quelques instants. Je vais redonner la parole à nos 2 commentateurs présents avec Pauline Gaston-Conduite et Bernard Pujol. Merci Laurent de cette belle passe. Donc tout le monde a régénéré les esprits et les corps. Les joueurs avaient bien besoin parce que cette première mi-temps, Pauline, je l'ai trouvé très engagée et l'arbitre paraissait de temps en temps non pas débordé mais très en main. Hein. Ça a été très difficile pour monsieur l'arbitre. Hein. Ouais, très engagé et on peut voir qu'au final il n'y a pas tant d'écart que ça au score. Je le rappelle, 3-0 pour l'équipe de la TECOR. C'est d'ailleurs cette équipe qui va faire le coup d'envoi de cette deuxième période. Allez, monsieur l'arbitre qui siffle, le coup d'envoi est donné, c'est récupéré par l'équipe de Breguet. Et par Breguet, toujours mon ami Bouin, je ne connais pas que lui, mais il a souvent le ballon à main, et c'est parti. Le 12, voilà, ça déploie le ballon, ça allait souvent à l'aile, hein. D'où ballon à l'aile, la vie est belle, hein, pour ceux qui connaissent ce slogan. Donc Breguet a décidé d'avancer,
Voilà. Il arbore un joli bandeau, donc peut-être qu'il a eu une raflure, quelques moustiques par là qui doivent traîner. Et voilà. Et la balle à l'aile, donc c'est un jeu très déployé qui malheureusement sera en touche. Et oui, ça sera en touche. Ça va être joué par l'équipe de l'ATCOR. Allez, tout le monde lève la main. Qui va rattraper le ballon? C'est l'équipe de l'ATCOR qui arrive à se saisir de ce ballon. Allez, ça va au sol et ça joue petit côté. On enchaîne les passes, toujours au sol. Allez, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui? Ah bah c'est Breguet. Ah ben ça y est, Breguet a récupéré le ballon. Il récupère le ballon. Et toujours notre pilier en fer de lance qui avance, qui vient provoquer, créer une déchirure dans la défense. Voilà, et c'est parti. Et là, c'est le jeu qui est déployé. C'est le jeu de passe qu'on aime. Voilà, alors c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de désordre. Hein, on le voit, hein, on est à échelle 1 des années 20 là. Vous voyez? Voilà, donc c'est sorti Voline. Ouais, ça part à nouveau en touche et encore une touche jouée par l'équipe de l'ATCOR. Cette fois, c'est pas le demi-mêlée, mais c'est l'ailier qui s'occupe de lancer ce ballon en touche. Voilà, ça saute de partout. Récupéré par ses coéquipiers rouge et vert, ça va au sol. On décide de jouer grand côté, on enchaîne. C'est merveilleux. C'est le French Flair. Voilà, c'est exactement l'expression rêvée du French Flair. Le ballon vole, les joueurs se soutiennent, s'offrent le ballon, parce que le ballon, quand on fait la passe, c'est une offrande. Hein. Et oui, on a changé de sens. Là, c'est toujours l'ATCOR qui est en possession de ce ballon, mais qui recule. Ils sont désormais dans leur camp. Oui, l'ATCOR a souvent le ballon, mais on a du mal à avancer, Pauline. Ouais, il y a un petit arrêt de jeu. Alors, le public qu'on n'entend pas beaucoup, est-ce que ça vous plaît, cette partie des années 20 ? On n'a pas entendu, excusez-nous, il y avait un peu de vent. Est-ce que ça vous plaît, ce rugby des années 20 ? Eh bien, dites-le, c'est bien, on est ravis pour vous. Breguet qui avance bien, là, il était proche de l'arbitre, il s'est récupéré au final par les joueurs de l'ATCOR. Allez, le ballon, voilà, c'est du jeu au pied. Donc effectivement, on constate qu'il y avait du jeu au pied. Pour avancer, il y avait ce vestige du football, vous voyez, il y avait encore ces restes du jeu au pied, ce qui est pas du tout mal, hein, c'est d'actualité aussi, le jeu au pied au rugby. Hein. Voilà, c'est la dispute au sol, c'est la dispute au ballon qui fatigue les organismes, parce que le rugby, c'est aussi fatiguer l'adversaire, hein, c'est un sport de combat, mais collectif. Alors, le ballon qui est perdu, qui est tapé au pied par l'équipe de l'ATCOR, c'est un en avant sifflé par monsieur l'arbitre. Et ça va être la première mêlée de cette seconde mi-temps en faveur de l'équipe de l'ATCOR. C'est bien, on s'aperçoit qu'on a un arbitre de grand talent. Hein. Olivier Chabot est connu mondialement au-delà de Montauban, jusqu'à l'Espinay et un peu au Pont des Demoiselles. Il éclaire les débats. Hein. Et là, mais l'équipe peut se jouer. Et voilà, toujours la passe. Ouais. Cette fois-ci, c'est pour l'arbitre. Bon, c'est sorti du terrain. Passe cafouillé qui part en touche. Donc on voit que les replacements se font un petit peu plus dans la lenteur. Hein. Les organismes se fatiguent. Hein. L'usure est là parce que le rugby, il faut courir, il faut pousser, il faut sauter, et l'adversaire ne vous en laisse pas le loisir. Voilà, il fallait toujours un grand. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet angle de terrain? Toujours. Voilà. Que dit l'arbitre? L'arbitre siffle un en avant pour l'équipe de Breguet dans l'embut de l'ATCOR. Ah, effectivement, il y a des palabres, ça discutait, la discipline entre guillemets, le respect était total à cette époque-là. Voilà. On respectait complètement l'adversaire, même si de temps en temps on le griffait un peu, mais il y avait le respect dans le rugby. Et l'arbitre était et toujours un acteur que l'on respecte beaucoup, toujours, et ça c'est très très important. Hein. Pauline, ça s'est ralenti, hein, il faudrait qu'ils boivent, non? Ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut constater qu'il y a moins d'intensité qu'à la fin de cette première période, hein, où ça se chamaillait certes, mais ça jouait davantage. Ah, attention, Breguet a le ballon, et par la force toujours de mon ami Bouin, c'est encore l'Ariège, si vous me permettez, qui pousse. Ah, ça y est, il y a encore des gestes. Ouais, regardez-moi les deux au milieu, là. Mais que font-ils? Ah, voici l'arbitre de touche à coup de drapeau, il signale. Ah, c'est terrible, c'est un pugilat. Alors, ce n'est pas à montrer aux écoles de rugby, hein, ne leur apprenez pas ça, mais il y a rien du tout, quoi. C'est une dispute, hein. Il y a rien du tout. Tout le monde se relève. Tout le monde a eu peur, hein, encore une fois, parce que on a beau être courageux, quand ça tombe,
tout le monde me regarde un peu et met le rétroviseur quand même. Donc tout le monde faisait attention. Il y avait peu de blessures en dehors de quelques nez tordus sur ce type de bagarre. Il n'y avait pas de coup de pied sur les joueurs au sol, c'est à noter. Et oui, l'arbitre qui donne quand même des explications aux joueurs des deux équipes. Ah, c'est encore mon ami Boing, décidément. Il va falloir qu'il me paie une mentalo ce soir. Il a toujours le ballon. Sébastien. Que se passe-t-il, Pauline, en coin de terrain? Eh ben, je n'ai pas vu. Il me semble que c'est une touche en faveur de l'équipe des Breguet. Oui, mais je vois Madame la Présidente Céline, qui est effectivement passionnée de ce rugby, et dans la passion de ce... C'est un véritable affrontement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ballon récupéré par Breguet, au centre du terrain, ça perce, ça donne. Alors Pauline, on n'a pas changé de zone, on est resté dans les 30 mètres, on n'en sort pas. Ça chicaille, ça chicane, ça s'entasse. Ah ouais, la Breguet qui campe dans le camp de la TQR depuis le début de cette deuxième période et qui n'arrive pas à marquer le moindre point. Ce 3 bandeaux, c'est Lorrain, c'est la famille Lorrain, ils sont bien nourris. Et il ne mange pas que des flocons d'avoine. Le 3, il est très très solide, il a un bandeau, il fait peur lui. Lui, il fait peur. Voilà, le ballon est encore récupéré, se balle en balle, vous voyez, ça joue, ça bloque, ça va encore chicailler. Le 9, il y avait vraiment du désordre, on voit bien que c'était de la bataille naturelle. Le remplaçant, on voit qu'il est plus frais que les autres. Il a de l'ardeur et de l'envie. Allez, ça se bat là pour le ballon au sol. C'est toujours Breguet qui l'a en main. Voilà, ça partait. Attention, ça perce encore. Le 12, Combe, le 15, c'est cermé. C'est le côté cermé, si je puis dire, sans jeu de mots. Et encore ce fameux corner où il y a une dispute, Pauline. Ballon rendu, et c'est encore Breguet qui s'est bien tourné sur le ballon. Et il a évité la avant, et le 12 qui est Combe fait une incursion. C'est récupéré par l'équipe de la TQR dans son camp. Allez, on essaie de sortir de son camp parce que là Breguet sont dans le camp de la TQR depuis un bon moment. C'est encore récupéré. Décidément Breguet a beaucoup de possession, a très très souvent le ballon, mais rappelez-nous le score, Pauline, où on en est? Toujours 3-0 pour la TQR. Eh bien, écoutez, vous voyez que les scores, ils jouent là, attention, ils font de la parodie, mais ils jouent. C'était très difficile de scorer, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de jeu, des fautes, un désordre situationnel. Vous voyez, du monde de partout, c'était compliqué. À force d'acharnement comme ils le font, je pense que Breguet va finir par marquer quelques points. On espère pour eux. Pauline, vous savez, nous on est complètement neutre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il plonge. L'homme au béret, le 12. Qui c'est le 12? Et le 12... La. Alors là, cher public, vous pouvez applaudir, accompagner la bandasse quand il y a un essai. Alors là, c'est le cri de joie, c'est le libérateur, on est content. Et oui, c'est le numéro 12, ce 3/4 centre de l'équipe de la TQR Salnave qui vient de marquer le deuxième essai pour cette équipe. Franchement, Breguet est dans le camp de la TQR pendant 5 bonnes minutes, ils n'arrivent pas à marquer, à scorer. Et là, la TQR récupère le ballon, arrive à traverser le terrain et à marquer ce deuxième essai. Ah oui. 6-0. Oui, Pauline, votre analyse est totale. Moi, je crois que ce béret qui est fuselé, ça doit être un gars du bureau d'études. Il a un béret fuselé, il est arrivé comme une fusée, ce numéro 10, et malgré la domination de Breguet, qui a passé 10 bonnes minutes dans le camp, et bien c'est la TQR qui augmente le score. Oui, qui augmente le score, mais qui n'arrive pas à transformer cet essai. On reste toujours à 6-0 pour l'équipe de la TQR. Oui. 0 sur 2 au pied. Alors, les coups de pied, malgré l'appellation football, n'étaient pas travaillés. Ils avaient des ballons un peu artisanaux qui pesaient. Ils n'avaient pas un pourcentage très élevé. Puis bon, ils s'en foutaient pas. Mais le pourcentage de score n'était pas leur premier souci. Et effectivement, les scores étaient petits, je me répète. Et voilà Breguet qui est reparti en assaut sur cette ligne de la TQR qui est décidément, il n'arrive pas à franchir. Voilà, une touche, ça sort en touche. Monsieur l'arbitre de béret vêtu a levé la main pour le camp qui lancera le ballon, puisque c'est ainsi, il désigne le camp qui lancera le ballon. Vous remarquerez le lancer du numéro 9, entre les jambes, tout en l'air et en avant, ça saute. C'est encore mon ami Boing qui fait une partie... ça y est. Ça y est, Pauline, ça y est, Breguet score. Voilà, et les bandas.
Ces bandas, Pauline, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ces bandas? C'est pas mal, ça met l'ambiance. Ah oui. Vous aimez ça, le public, là, les bandas? Et vous êtes là, les bandas? Pa. Olé! Ah, ça fait partie de l'histoire de la culture. Ah, ça y est, c'est toute l'ambiance du rugby qui effectivement autour du jeu, la joie, la colère, la déception, l'émotion. On est dans le rugby, on est sur nos terres de rugby, hein, on est sur l'envol des pionniers, nos objectifs, nos ambitions, conquérir. On est sur la terre, effectivement. Ouais, Breguet qui est remonté au score à 5-6 parce qu'ils ont mis l'essai plus la transformation. Breguet, effectivement, a de l'expertise. Il y a une touche là, hein, Pauline? Oui, une touche en faveur de l'équipe de Breguet. Ah, mais décidément, il n'y a que Breguet sur le terrain. Que se passe-t-il là au niveau des rouges? Ah, ça saute encore. Voilà. C'est récupéré par l'équipe de l'ATCOR dans son camp. Allez, on enchaîne les passes, on traverse le terrain en largeur, mais c'est perdu. Le ballon est perdu, c'est récupéré par Breguet. Oui, ça y est, ils ont encore récupéré le ballon. En conquête, ils sont très très solides en conservation. Il manque un peu d'efficacité. Il y a combien au score? 5-6 pour l'ATCOR. 5-6, vous vous rendez compte, 5-6 au bout de demi-heure de jeu. Pourquoi tout ça? Pour ça? Ah là, ça joue au foot, hein, vous l'avez vu, hein? Oh là 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 là. Ça, c'est Peter Pan, là. Il saute partout, le 13. Hein. Il en perd le béret. Il en a perdu le béret. Ils m'ont cassé les lunettes. Simone, j'ai perdu les lunettes. Je ne sais plus où j'en suis. Ils m'ont enlevé le béret et ça tape. Ça y est. Breguet. Aïe, attention. Breguet, ça y est. Oui, on enchaîne. Voilà, les oui, passes, ça, reprise de volée. Le 1, il est costaud et c'est Brou. Hein. Le 1, attendez, monsieur l'arbitre, oh là, il y a un blessé là. Hein. Oh là, ça joue encore. Il y en a partout. Et c'est tapé au pied là, ça. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. On sait plus trop où ça joue. Hein, oh là, mais il y a des tas partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pour profiter d'un petit instant de répit, nos jeunes amis, nos jeunes enfants peuvent confectionner leur fanion souvenir. Ils repartiront avec. Et il faut qu'ils aillent à l'atelier, à l'entrée du musée. Il y a un petit atelier, ils seront accueillis. Accompagnez vos enfants, il y a un petit atelier, ils confectionneront ce fanion. Voilà, rendez leur visite, ils vous le rendront bien. Alors que je continue, Breguet qui trouve une belle touche. Ils sortent de leur camp grâce à ce gros coup de pied. Une touche qui va pouvoir se jouer par l'équipe de l'ATCOR sur la ligne médiane du terrain. Bien, on voit que pour aller en touche ou pour aller en mêlée, le pas devient un petit peu plus lent. Et allez, bien sûr, le numéro, le grand deuxième ligne sans numéro, c'est une tour de contrôle. On est dans l'aviation, mais on peut pas lui prendre le ballon. C'est pas possible. Il est très grand. Voilà. Le 7, Baron, voilà. Ça continue encore ce pilier. Il a la tête en deux. Il s'est fait. Et il continue. Bouen, mon ami, a fait une passe terrible. Voilà, il est là. Et Sébastien Bouen, le 8 de Breguet. Ça récupère, voilà, ça chicaille, ça conserve. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se mettent? C'est terrible, hein, c'est un jeu terrible. Hein, il faut se le gagner, le ballon. Hein. Voilà. Ça se bat au sol. On ne sait pas trop qui a le ballon, si c'est l'ATCOR qui l'a récupéré. Allez, ça joue au pied, ça va être récupéré par l'équipe de Breguet. Ah ben oui, le numéro 6, Riera qui prend le ballon, le 7 Baron qui assure la continuité, le 11 je n'ai rien vu, l'arbitre dit ça joue, il n'y a pas d'en avant. Et toujours Breguet près de cette ligne, très difficile à dépasser, hein, Pauline. Ouais, faut dire que l'arbitre voit les en avant que quand il veut. Hein. Ah, Pauline, on va pas rentrer sur ce terrain. L'arbitre est neutre, hein. L'arbitre est neutre, hein, monsieur l'arbitre. L'arbitre a toujours raison. Ah oui, alors là, oui, non, mais non, monsieur l'arbitre n'a rien à voir. Lui, il a pas ni Breguet ni l'ATCOR, hein. Oula, ça joue vite, ça joue. Voilà, attention, là, Breguet, voilà. Il n'y a aucun cadeau, et je vous le dis, hein. Il n'y a aucun cadeau. Là, le 10, voilà, le 10, oh là. Oh là 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 là. Alors ça jouait partout, hein. Regardez, il a tapé dans le bureau de la direction, hein. Baudu. Il va passer un mauvais mois un lundi, hein. C'est Olière. Oh là 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 là. Il n'y a pas que le vent d'autant, hein.
Allez, c'est une mêlée qui va pouvoir se jouer dans le camp de Breguet. Mêlée en faveur de l'ATCOR. Alors là, ça chauffe. Pauline, on n'avait pas vu l'ATCOR menacer la ligne de Breguet. Ils se refont. Ils se refont. On le voit dans les yeux. On le voit dans leurs yeux. Ils veulent marquer cet essai. Ils veulent marquer l'essai. Et oui, ce troisième essai. Allez, ça cafouille, mais le ballon va être toujours pour l'ATCOR. On choisit de jouer grand côté sur la droite du terrain. Bonnu, attention, il y a l'interception du numéro 15. Il est terrible, Sermé. Sermé est terrible. Il a une vitesse phénoménale. Hein. Ouais, mais le numéro 3, comme de l'ATCOR, a réussi à récupérer ce ballon, fait la passe à ses coéquipiers, ça tape au pied, c'est contré. Il court comme un avion, hein, c'est l'endroit pour le dire. Hein. Il court comme un avion, hein, Sermé. Hein, c'est terrible. Hein. On dirait un Samson de 2. Hein. L'ATCOR qui a toujours le ballon dans son embut. Allez, ça se jette au sol, le demi de mêlée pour récupérer ce ballon. Non, c'est perdu. Ouais, Breguet qui a fait un en avant. Ça va être une énième mêlée en faveur de l'ATCOR dans son camp. Alors, énième mêlée, effectivement. On est complètement, et c'est une réplique vraiment très fidèle de notre jeu qu'on aime tant en France, en Occitanie et à Toulouse, n'en parlons pas. Hein. On sait ce que le rugby compte au niveau de l'éducatif, du lien social, de ce jeu qu'on aime tant. Ça chicaille là, Pauline. Ouais. Ça chicaille, mais ça marque pas beaucoup de points. Je le rappelle, 5-6 pour l'ATCOR depuis le début de la rencontre. Allez, ça se chamaille le ballon, ça sort, c'est récupéré par... ça y est, le 12, mais oh là là, quelle vendange. Oh Mathieu, c'est la période, hein. Quelle vendange, le 12. Oh là 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 là. Comme François, malheureusement, a laissé échapper le ballon, on ne l'accusera pas, hein, on ne dira pas son nom, il s'appelle Combe. Mais il n'a pas fait esprit, alors on le voit. Hein, le vent est capricieux également, hein, Pauline. Ouais, beaucoup de vent pendant cette rencontre. Peut-être que c'est pour cette raison que les joueurs perdent beaucoup le ballon. Eh oui. Et ça avance. Oh là 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 là, ils ont failli faire tomber les poteaux. C'est incroyable. Ça a tremblé. Oh. Alors voyez le vent d'autant pour décoller. Ici c'était compliqué quand il y avait du vent d'autant. Hein. Alors nous disait-on, je ne sais pas si c'est Robert ou Fabrice, que ils étaient obligés de retenir les avions avec des cannes à pêche. Alors vous vous rendez compte où on en était pour porter le courrier. Et le vent d'autant est terrible, il pousse le ballon, il perturbe toutes les activités. Hein. Allez, on en revient au jeu. Du coup, ça va être une touche qui va être jouée dans le camp de Breguet en faveur de... Je ne vois pas. En faveur de Breguet. Et en faveur de Breguet, donc l'alignement, on voit, voilà, ils sont plus grands. Voilà. Et mon ami Sébastien Bouin qui va percuter, a toujours une avancée. C'est un pur ariégeois, et je suis un peu chauvin. C'est un couseranais, le couseranais avance, hein, ça c'est très facile. Oh là, le coup de pied, c'est sorti. Ouais, ça va être une touche pour l'équipe de l'ATCOR. Et la touche qui va pouvoir se jouer par le demi de mêlée. Voilà, alors les Blancs, effectivement, au niveau altitude, ils dominent. Hein. Alors, ce 3 est terrible, Pauline. Hein. Ah oui, Combe, très très bon joueur qui récupère beaucoup de ballons. Allez, l'équipe de l'ATCOR qui a le ballon à quelques mètres de l'embut, c'est récupéré et ça va être aplati. Non. L'arbitre qui siffle un en avant de l'équipe de l'ATCOR. L'essai qui ne va pas être oui. Donc effectivement, il y a un avant. Hein, Donc effectivement, la présidente Céline me dit, et c'est vrai qu'il y a son souci. Hein, on dirait qu'il y a Jean Dujardin. Il est revenu de Paris. Il a passé la polémique qu'on a entendue, mais on ne va pas y revenir. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein, il a l'air aussi intelligent en plus. Il est magnifique. Il est beau. Bon. Ah, mais c'est le fils de Robert. Ah, ben alors, ça va. Voilà, alors, on n'a pas de souci là-dessus. Voilà. On va revenir au jeu, Pauline. Hein. Je crois que c'est la fin du match. C'est la fin de cette rencontre. Et victoire de l'ATCOR 5-6, si je ne me trompe pas. Bon, on peut applaudir l'ATCOR, effectivement, qui remporte ce match. On peut applaudir tous les acteurs, y compris ceux de Breguet. Monsieur l'arbitre voudra peut-être dire un mot sur la partie. Donc on va avoir tout de suite au micro dans quelques instants de Pauline. Nous allons avoir Jonathan Pacali et Antoine Combe qui vont venir nous faire un petit débrief du match. Voilà, les deux joueurs rapidement le temps que Pauline puisse se rendre sur le terrain. Voilà, donc après ces petites interviews rapidement de match, les joueurs vont se mettre en place pour bien sûr une photo.
la photo de famille avec tous les élèves qui sont là. On a la traditionnelle aide d'honneur, Christophe, comme ça se fait dans tout match de rugby qui se respecte. Dans quelques instants, donc au micro de Pauline, on essaye d'attraper Antoine Combe et Jonathan Bakali. Voilà, elle essaye de se frayer un passage au milieu des rugbyman. Pauline, quand tu les as attrapés, tu nous dis pour quelques mots à la sortie de ce match. Donc Antoine Combe et Jonathan Bakali dans quelques instants au micro avant la photo finish, comme on dit, et la photo de famille. Vas-y Pauline, quand tu veux, c'est toi qui as le micro. Oui, et je suis avec Antoine Combe, le pilier de cette équipe de l'ATCOR. Comment vous avez perçu ce match dans la peau d'un joueur des années 1920 ? À la fois fatigant et plein de cailloux, parce que le terrain était un brin rugueux comme les joueurs de l'équipe adverse. C'est très physique parce qu'elle s'arrête peu, le jeu s'arrête peu, et donc c'est crevant. Donc les années 20 n'ont pas que des mérites, loin de là. Et la fatigue, elle se fait sentir très rapidement, ça court tout le temps. Ça se jette beaucoup sur les ballons. L'arbitre n'était pas aveugle, il a simplement respecté les règles de l'époque. Forcément, ça crée un jeu très particulier, mais qui est plaisant. Mais je suis content que ça ne dure que 2 fois 20 minutes. Un tiers temps de plus, j'aurais pas supporté. Et alors, les règles de ces années 1920, si on peut appeler ça des règles, c'était comment ? Une foire d'empoigne. De mémoire, je crois qu'en 1924, la France a été exclue des Jeux Olympiques et le rugby aussi, à cause d'une bagarre mémorable en finale des Jeux Olympiques contre les États-Unis. On comprend vite pourquoi les bagarres peuvent s'arrêter vite. Il y en a eu 2 d'ailleurs dans le match, vous les avez vus. C'était pas de la mise en scène, c'était quelque chose de purement spontané. Et non, mais on comprend la violence du jeu. Et pourquoi à un moment donné, effectivement, c'est simplement des équipes de costauds qui s'affrontaient. Là, sans dire qu'on est costaud, on a un peu de vice et sur des matchs comme ça fait un peu de différence. Merci beaucoup et félicitations pour la victoire. Allez, on va pouvoir faire la photo des deux équipes, les blancs de Breguet, les rouges de l'ATCOR. On va se retrouver sur le terrain. Pauline et Bernard, nos 2 commentateurs hors pair, qui vont être là aussi, qui sont en train de discuter avec le corps arbitral. On pense aussi à Thierry Tixador du club qui a beaucoup travaillé avec nous là pour la préparation. Merci à tous pour votre collaboration, pour avoir imaginé tout ça avec nous. C'était vraiment top. C'était super. On a presque envie de le refaire en fait. On va voir ça, on va en discuter avec le club de Montaudran et les Gonins. Merci à tous en tout cas. Vous pouvez continuer à visiter l'envol des pionniers dans le cadre de la journée du patrimoine. On est ouvert jusqu'à 18h. Donc n'hésitez pas, l'accès est libre et gratuit. C'est juste derrière moi. On vous attend. Et puis la buvette aussi qui est toujours là-bas dans le coin. Les journées du patrimoine continuent. À l'envol des pionniers, vous pouvez rentrer et visiter les expositions. À bientôt. Merci Christophe et à bientôt. Je rappelle à toutes les personnes présentes que cet événement a été enregistré. Nous allons réaliser une émission spéciale, l'envol des pionniers, que vous pourrez réécouter sur le net et en podcast. Et ainsi revivre ce qui s'est passé tout au long de la journée. C'est l'heure, bien sûr, des remerciements pour toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement et sans qui cela n'aurait pas été possible. Le club de Toulouse-Montaudran Rugby, le TMR avec sa présidente Céline Lorrain. Merci pour tout le travail effectué. Les Gonens Boys avec un clin d'œil tout particulier à Thierry Tixador, président de cette belle bande de joyeuderies qui nous ont superbement animé le match. Merci à toutes les rugbyman et les copains sur ce match. Le collège Gabriel Péry avec la section costume pour le défilé qui fait superbe. Très beau travail réalisé par les jeunes élèves. Le Banda, bien sûr, la Banda Les Fonds du Son pour la musique avec ses 25 musiciens. Les Mademoiselles, groupe de 3 chanteuses rétro-vintage de swing qui ont animé superbement cette mi-temps avec des chansons de l'époque. Maël Dupré de la Ligue de l'Enseignement qui a tenu le bureau des supporters. L'équipe technique Format TV pour la sonorisation, bien sûr, sans lequel ça aurait été difficile de nous entendre. LG Consultant et l'équipe de l'émission Et si on parle de sport à la radio et aux commentaires, Pauline Gaston-Conduite et Bernard Pujol qui nous ont animé ce match de main de maître. Et bien sûr, sans oublier Christophe Chaffardon, Fabrice Cruz et Margot Béros de l'Envol des Pionniers pour cette belle initiative. Bravo à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.